Bonsoir et bienvenue à vous. Merci d'être avec nous pour les Voix de l'Info. Voici le programme de votre soirée. Licenciés pour avoir dit non au travail le dimanche. 2 salariés de l'hypermarché Cora de Saint-Malo ont été tout simplement licenciés pour faute grave après avoir refusé de travailler le dimanche. Une décision évidemment qu'ils contestent vigoureusement. On va en parler. Nouveau coup dur pour les salariés, cette fois-ci de l'acierie Ascoval dans le Nord, puisque le repreneur britannique British Steel est en liquidation. Bruno Le Maire, néanmoins, se veut rassurant. Alors, qu'en est-il vraiment? Et puis, cette question, faut-il nationaliser, même temporairement, Ascoval? Dans cette émission également, suite de l'affaire Vincent Lambert, on va écouter ce soir un témoignage exclusif, et vous l'entendrez édifiant, celui de la demi-sœur de Vincent Lambert, invitée de CNews, c'était tout à l'heure, dans l'heure des pros. Elle parle de son demi-frère, de l'homme Vincent derrière l'affaire Lambert. Voilà beaucoup de sujets ce soir. Vous pouvez réagir avec le hashtag Les Voix de l'Info. Mais tout d'abord, l'actualité, c'est aussi à Cannes. Et on va rejoindre tout de suite Olivier Benkemoun. Bonsoir à vous, Olivier. Bonsoir Sonia. On vient de suivre sur notre antenne la masterclass d'Alain Delon qui s'est déroulée dimanche à Cannes. C'est l'occasion pour l'immense acteur de parler de ses rôles emblématiques, évidemment, des personnages et puis des plus grands réalisateurs. C'était un grand moment à Cannes. Ah, c'était un grand moment et toute la journée avec Alain Delon a été un grand moment. Mais c'est vrai que lorsque vous avez des monstres sacrés du cinéma qui viennent faire des masterclass, et là il y avait du monde, hein. Sur les images on ne le voit pas toujours, mais il y a plus de 1500 personnes qui sont dans la salle, qui écoutent, qui étaient là depuis plusieurs heures d'ailleurs, avant pour obtenir une place, pour écouter les souvenirs, les grands souvenirs d'Alain Delon, le voir aussi s'effondrer en larmes lorsqu'il est question d'Annie Girardot, de raconter les premiers souvenirs avec René Clément, plein soleil, le moment où il lui dit mais tu dois pas jouer aussi, enfin, tu dois apprendre à être toi-même, etc. Enfin, tout ce qui a fait la personnalité d'acteur d'Alain Delon. Non, c'était très, très émouvant. Et puis après la masterclass, on l'a suivi, vous le savez, en direct sur CNews, cette palme d'or, cet hommage incroyable, les larmes d'Alain Delon, et qui ont des répercussions jusqu'à aujourd'hui, parce qu'Alain Delon, après ce moment, a écrit aujourd'hui au public. Il a adressé une lettre au public très émouvante en rappelant que voilà, il tirait sa révérence aujourd'hui, qu'il s'en allait, qu'on n'allait plus le voir, mais qu'il remerciait avant tout le public qui avait fait de lui une star. Vous savez, il se portait en 2007 au revers de sa boutonnière en montant les marches un petit badge avec marqué star. Il s'en amuse, il s'amuse du côté star d'Alain Delon. Ben voilà, s'il est une star aujourd'hui, c'est grâce au public. C'est pas les films qui font les stars, c'est pas les journalistes, c'est pas les producteurs, c'est pas les acteurs, c'est le public. Bien sûr, et il le rappelle souvent d'ailleurs Alain Delon en remerciant d'abord et avant tout le public. Olivier, qui sera le prochain invité de ces masterclass? Justement, on imagine un invité prestigieux? On imagine. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure parce que je voulais faire une surprise, Sonia. C'est l'homme qu'on appelle Sly, c'est-à-dire Sylvester Stallone, qui sera là vendredi. Et je peux vous dire que ça aussi, ça excite la Croisette pour 2 raisons. D'abord parce que les souvenirs de Sylvester Stallone, depuis Rocky en passant par Rambo et puis tous les films d'action, c'est une page de l'histoire du film d'action, mais aussi parfois du film social, parce que Rocky, c'est un film social. C'est l'histoire d'un homme qui s'est construit tout seul à Hollywood. Et puis en plus, il vient pas tout seul, il vient avec une bobine, avec aujourd'hui, on dit plus une bobine, avec un fichier numérique où il y aura les premières images de Rambo 5. Voilà. Et alors ça aussi, ça va être un événement. Il y a donc eu Alain Delon, Sylvester Stallone, et puis il y a eu la folie Tarantino qui a électrisé la Croisette, Olivier. Oui, enfin pour être honnête, il y a eu Tarantino, il y a eu Brad Pitt, il y avait Leonardo DiCaprio, qui ont contribué aussi, il faut le dire, à électriser la Croisette. Tarantino, il est tellement habitué qu'il aurait pu passer inaperçu. D'ailleurs, ça faisait 2-3 jours qu'il était là, qu'il allait voir des films chinois, hongkongais, très pointus. Enfin bon, mais le vrai truc, le délire absolu, c'était pour ces 2 acteurs qui sont des superstars, qui joue dans un film que j'ai trouvé magnifique parce que c'est un film hommage au western. Voilà. Brad Pitt joue le rôle d'un cascadeur, Leonardo DiCaprio joue le rôle d'un acteur, donc le cascadeur est l'acteur ou l'acteur est le cascadeur et sa doublure. Et puis ils sont engagés dans des westerns plus ou moins de bonne qualité. Et à travers ce film, Quentin Tarantino raconte aussi sa vision du western, sa vision fantasmée du western, entre autres. Et puis Leonardo DiCaprio, on l'a vu tout à l'heure, alors sans Brad Pitt, sans Quentin Tarantino, sans effet de manche, simplement sur le tapis rouge avec une réalisatrice de documentaire qui s'appelle Leila Connors. Et il vient
c'est normal, il vient utiliser, mais vous le savez depuis des années, sa notoriété pour défendre l'environnement, pour crier attention à ce qu'on fait avec notre planète. Là, il vient présenter un nouveau documentaire qui s'appelle Ice and Fire, comme d'ailleurs le titre d'un album j'ai oublié, de Elton John. Voilà, ça me sortait de la tête. En tout cas, c'est un documentaire où, encore une fois, il est question de la planète, il est encore une fois question de dire attention, mais aussi, c'est un documentaire où il interroge des scientifiques, où il est question de solutions. Il y a quelque chose de très positif dans ce film, et peut-être on peut écouter Leonardo DiCaprio. On va l'écouter tout à l'heure, Olivier Benkemoun. Il faut faire durer le plaisir aussi parfois. Peut-être une dernière question. Vous avez parlé d'environnement, c'est très politique. Je crois qu'il y a eu aujourd'hui un appel très politique également de plusieurs réalisateurs à Cannes. Oui, c'est un texte qui a été signé aujourd'hui à Cannes par 500 réalisateurs européens. Alors, ils ne sont pas tous à Cannes, évidemment, mais la lettre est sortie aujourd'hui. Il y a certains qui sont là, comme les frères Dardenne, comme Céline Sciamma, ils sont en compétition. Il y a des Anglais, Stefan Frears notamment, Wim Wenders, qui disent à quel point c'est important l'Europe, c'est important de voter, c'est important de ne pas faire n'importe quoi et de laisser monter les extrémismes en Europe, parce que la peur de ces gens-là, c'est la peur de perdre la liberté non pas de penser mais de créer, et c'est ça qui fait peur à ces réalisateurs qui disent encore une fois, votez bien, faites attention à ce que vous faites. Dimanche, le scrutin, il est important, et on le dit aussi à Cannes. Eh bien Olivier, vous m'inspirez une question que je vais poser tout de suite à nos invités, entre autres invités politiques. Je vous remercie et je vous dis que vous êtes très chic au passage, et n'oubliez pas Olivier Benkemoun, il faut revenir aussi à Paris, on vous attend bien sûr. N'oubliez pas, n'est-ce pas? Si je peux rentrer avec mon nœud papillon. Oui, on vous attend avec, bien sûr. Merci encore, Olivier Benkemoun. Je vais justement rejoindre nos invités déjà installés à la table des Voix de l'Info et vous les présenter avec plaisir. Aurore Lalucq, bonsoir. Vous êtes économiste, vous êtes candidate sur la liste Envie d'Europe du Parti Socialiste et de Place Publique. Nous accompagne également ce soir Julien Audeul, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe Rassemblement National en région Bourgogne-Franche-Comté. Avec nous, Barbara Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Qui est essayiste, professeur d'histoire-géographie et auteur de ce livre « C'est ça la France, qu'a-t-on fait pour mériter ça ?» aux éditions Albin Michel. Un autre auteur nous accompagne, Marc Weisband, bonsoir. Bonsoir. Écrivain, journaliste et auteur de ce livre, notamment Un temps pour haïr aux éditions Grasset. Thierry Sausset est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Conseiller en communication en politique. On va marquer une courte pause et entrer dans le vif de nos débats qui sont à la fois sociaux et sociétaux ce soir. Votre réaction, vous venez d'entendre cet appel de très nombreux réalisateurs à voter, si j'ai bien entendu Olivier Benkemoun, à voter bien, en tous les cas à voter contre les extrêmes. C'est-à-dire à voter pour Nathalie Loiseau, il faut être clair. Donc c'est des appels de la bien-pensance organisée, de la caste, c'est insupportable. C'est insupportable. Cette semaine, on aura tout eu. On aura eu la tribune du président de la République, on a eu le président de l'Assemblée nationale, on a maintenant ces réalisateurs. Ces réalisateurs ne connaissent rien des difficultés des peuples européens. Ils ne connaissent rien de l'immigration massive, ils ne connaissent rien de la concurrence déloyale, ils ne connaissent rien de l'austérité qui est imposée au peuple. Donc il faut qu'ils se taisent, ils vont laisser les peuples voter et ils vont laisser le peuple français leur mettre une raclée dimanche. Et ils ont bien le droit de dire ce qu'ils veulent, puisque nous sommes encore en démocratie et vous avez le droit effectivement de ne pas être d'accord. Ce vote n'est pas un second tour des élections présidentielles, il y a des alternatives, il n'y a pas que le Rassemblement national, heureusement, il n'y a pas que la République en marche, heureusement. Il y a aussi une voix de gens de gauche, écologiques, qui pensent aux Européens avant de penser à leur précaré au niveau national. Ce sont des élections européennes. Le Parlement européen ne fonctionne pas comme le Parlement français. C'est le moment de faire entendre sa voix et nous on est là pour ça. Chacun plaide, si je puis dire, et c'est normal pour sa liste, on va dire. Thierry Sausset, des acteurs, des artistes qui s'impliquent. Enfin, assez logique que le monde de la culture, qui est un monde qui penche toujours du même côté d'ailleurs. D'ouverture, d'ouverture, de création, de main tendue, de bienveillance, etc., se méfie un peu de ce que vous représentez. Ça me paraît assez logique, j'aurais même tendance à dire assez souhaitable d'ailleurs. Barbara Lefebvre ? Oui, mais c'est rien d'étonnant. En même temps, le monde de la culture pétitionne toutes les 5 minutes. Quand c'est pas pour le climat, là maintenant c'est pour voter bien. On a affaire quand même à des gens qui nous expliquent ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire. C'est d'une certaine façon effectivement un politiquement correct qui s'impose. Moi, je ne vois pas en quoi tous ces gens ne peuvent pas tourner les films qu'ils souhaitent. D'ailleurs, je ne sais pas si dans l'Italie de Matteo Salvini, il y a la censure d'État a été rétablie. Je n'en ai pas entendu parler.
parler, mais peut-être. Hein. Donc je pense que là, on se fait comme d'habitude, on se fait peur avec pas grand-chose. Et puis surtout, je pense que les peuples sont quand même fatigués de ce genre d'injonction à bien voter, à bien penser. Marc Weisman, comme ça on aura conclu le tour de table sur ce sujet. Je ne sais pas quoi dire. Les élections, c'est toujours un marché au cliché, au lieu commun. J'ai pas tellement envie d'en ajouter d'autres. Et par ailleurs, je ne sais pas ce que c'est que les peuples, moi. Hein. Bon. Il faudrait m'expliquer. Ceux qui votent et ceux qui on va pas rentrer dans ce débat. Qui délèguent leur souveraineté. Mesdames, messieurs, ceux qui sont dans la délégation beaucoup de sujets de la souveraineté, ce soir, beaucoup de sujets. Le travail le dimanche, et ça concerne justement beaucoup de monde. Un nouveau coup dur pour les salariés d'Ascoval. Et puis restez avec nous, vous allez écouter, c'était tout à l'heure dans l'heure des pros avec Pascal Praud, un témoignage exclusif. C'est la demi-sœur de Vincent Lambert, un témoignage édifiant sur l'homme Vincent, l'homme derrière l'affaire Lambert. Il faut également en parler. À tout de suite sur CNews. Merci de suivre le direct des Voix de l'Info. Ce soir, beaucoup de sujets à la fois sociaux et sociétaux. Puis ce sujet parce qu'il nous a interpellés, licenciés pour avoir dit non au travail le dimanche. Ce sont 2 salariés de l'hypermarché Cora de Saint-Malo qui ont été licenciés pour faute grave après avoir refusé de travailler le dimanche. On va en parler parce que jusqu'à là, évidemment, le dimanche est un jour congé, même s'il y a des dérogations. Je vous propose de regarder le reportage de Michael Chailloux et vos avis sont à suivre. Je me vois contraint de vous notifier votre licenciement immédiat pour faute grave. Le courrier est arrivé le 26 avril au domicile de Christelle. La faute grave en question, c'est une insubordination. En clair, son refus de travailler le dimanche, écrit noir sur blanc dans sa lettre de licenciement. Stop au dimanche. Le dimanche, normalement, c'est en famille. Le dimanche, c'est en famille, avec les amis. Pour moi, c'est ça. Je ne peux pas travailler le dimanche, donc c'est pour ça que je suis licenciée au bout de 18 ans de boîte. Donc on n'est qu'un jeton. L'enseigne située en périphérie de Saint-Malo communique à fond sur cette ouverture dominicale pour se démarquer de la concurrence. Mais la communication sur le sujet avec ses propres salariés semble avoir été plus légère. Sur le contrat de travail, il n'est nullement mentionné qu'elle doit travailler en réalité le dimanche. Il aurait été nécessaire que l'employeur lui fasse signer un avenant contractuel pour l'obliger à venir travailler le dimanche matin. L'inspection du travail semble sur la même longueur d'onde. Christelle, soutenue par la CFTC, pourrait porter l'affaire devant les prud'hommes de Saint-Malo. Étonnamment, sur plus de 200 salariés, seuls 2 ont fait valoir leur refus du travail dominical. Bah oui, parce qu'il a mis la pression. Le directeur a fait peur. Il dit si c'est ça, c'est dehors. Vous acceptez pas, c'est dehors. Malgré nos sollicitations, l'enseigne n'a pas souhaité répondre à nos questions. Alors l'aspect économique et politique, mais d'abord parce que vous êtes économiste, tout de suite je vous donne la parole. Alors c'est assez incroyable parce qu'on sait qu'il y a des dérogations, mais le dimanche reste un jour de repos. Il peut y avoir des dérogations évidemment. Qu'est-ce que vous pensez du discours de ces salariés? Mais ça se fait sur la base du volontariat. Et là, en l'occurrence, effectivement, on sent que c'est truffé d'erreurs. Comme la CFTC l'a parfaitement indiqué, c'est pas dans son contrat de travail. Il n'y a pas eu d'avenant. Elle a certes accepté dans un premier temps, mais elle a le droit de refuser. C'est encore une fois sur la base du volontariat. Et après, un licenciement pour faute grave, tout ça me paraît très peu sérieux. Par ailleurs, la CFTC a tout à fait indiqué, qui n'est pas un syndicat de gauchistes, hein, pour dire les choses clairement. On vous l'accorde, oui. Bon, la CFTC a indiqué qu'il n'y avait pas eu de dialogue, justement, avec la direction pour pouvoir organiser au mieux ce travail du dimanche. Donc là, on est sur un dossier qui semble effectivement, les prud'hommes vont probablement être saisis, mais qui semble être truffé d'erreurs. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça se passe dans un hypermarché de la France périphérique, on pourrait dire. Et je crois avoir lu que cette dame travaille déjà quasiment 6 jours sur 7 avec des petits horaires. Vous savez, ces petits horaires de caissière qui, en même temps, travaillent dans les allées pour faire du réassort dans les rayonnages. Et je crois qu'elle ne gagne même pas 1 000 € par mois net. Et on lui demande en plus de travailler le dimanche matin. Donc moi, je ne dirais pas que c'est de l'esclavage parce qu'elle est quand même rémunérée, mais on voit bien ici la pression qui est faite sur ces travailleurs pauvres, ces femmes en particulier, qui, je ne connais pas sa situation, et puis on ne va pas repartir sur les familles monoparentales, etc. Ça, c'est un peu aussi la tarte à la crème, mais la question ici, c'est de regarder où nous sommes. C'est la France périphérique, c'est d'une certaine façon la France des Gilets jaunes. Et on peut comprendre que cette femme, eh bien, elle n'ait pas envie de travailler le dimanche, elle a raison. Le jour de repos, ce n'est pas n'importe quel jour de la semaine. Ça doit être un jour institutionnalisé. Et les enfants ne vont pas à l'école le dimanche. Et une mère de famille ou un père de famille a le droit de passer au moins une journée avec sa famille, et peut-être pas d'ailleurs pour déambuler dans les supermarchés. Mais on ne le conteste pas, oui.
C'est pas Cosette non plus. Je veux dire, attendez, il y a tellement de gens qui cherchent un job. Attendez, d'accord. Donc les petits, attendez, c'est pas Cosette là, mais vous êtes en train de nous faire la misère de la France périphérique. Cette dame, elle a un emploi, elle avait l'air plutôt heureuse de l'avoir, et donc vous en rajoutez parce que tout le temps il faut que vous en rajoutiez. Donc moi je suis pas un spécialiste du droit du travail. Il faut le respecter. En attendant, au moment où on parle de changer les formes de mobilité, d'emploi, de les ouvrir, de trouver de nouvelles perspectives, il y a bien un moment où il va falloir que tout le monde fasse un effort sur le travail, y compris le dimanche. Ça fait partie de la modernité du monde. Ah oui, voilà. Alors c'est quand même un petit La modernité pour vous, M. Saucé, c'est la précarité généralisée. Non, je disais, il y a une inspection du travail, il faut la respecter. Bien sûr, mais avec cette logique-là, on va vers les jobs à 1 euro de l'heure, comme en Allemagne. Avec cette logique-là... Pardon ? Comme en Hongrie, avec les lois esclavagistes. Non, comme vous êtes sur Cosette aussi. Non, je suis pas sur Cosette. Moi, je suis. Vous êtes sur le misérabilisme. J'en viens de la France de Cosette au misérabilisme. Excusez-moi, M. Saucé, moi, je suis élu dans Lyon, avec justement des gens qui souffrent, avec des salariés qui sont les premières victimes de ces politiques-là. C'est l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme, cher à votre ami Macron, notamment, à toutes ces politiques, finalement, qui font peser toutes les difficultés sur les mêmes, sur les salariés, sur les précaires. C'est le chômeur, en fin de droit. Bien sûr. Au bout de 3 ans, c'est de lui dont il faut s'occuper. Forcément, les gens qui ont un job, c'est déjà assez formidable. Vous opposez toujours les pauvres entre eux, voilà, les chômeurs et les salariés précaires. Mais ce que vous appelez, vous, le paradis... Pardonnez-moi, ceux qui en ont le plus... Vous, le paradis, c'est le travail le dimanche. Votre paradis, c'est l'enfer pour les salariés français. Je trouve ça assez marrant parce que je crois que vous êtes quand même assez admiratif de la Hongrie d'Orban. Et quand on regarde ce qui se passe en Hongrie, on voit quoi ? On voit qu'il y a un gouvernement qui, soi-disant, est là pour protéger les plus pauvres, etc., qui a proposé une loi, ce qu'on appelle la loi esclavagiste, c'est-à-dire qu'il propose d'allonger le temps de travail à base de 60 heures et que ces heures supplémentaires soient payées 3 ans plus tard. Donc je suis très heureuse d'entendre un discours aussi social dans votre bouche, parce qu'apparemment... Notre grande différence entre vous et moi, c'est que vous êtes en uniformité en Europe. Nous, on considère qu'il y a des différences entre les peuples, entre les États, entre les identités. Moi, je ne veux pas le régime social de la Hongrie. Moi, je considère qu'il faut préserver le régime social en France. La difficulté qu'on a aujourd'hui en France, c'est qu'effectivement, ça porte toujours sur les mêmes. C'est quand même toujours les mêmes, notamment les femmes. Je vais quand même rappeler le contexte, parce que la direction de l'hypermarché... partiel subi. Vous avez raison sur ça. La direction de l'hypermarché a décidé d'ouvrir tous les dimanches matin à partir de mars 2018 et a demandé aux employés de venir travailler 6 dimanches par an. Une décision qui s'appuie sur quoi ? Sur la mise en place de la loi Macron d'août 2015 qui augmente, les possibilités offertes au commerce d'ouvrir. Thierry Saucé, les 2 employés ont refusé. Licenciement pour quel motif ? Insubordination. Oui, ça c'est très exagéré. Mais ils perdront devant les tribunaux. Ce qui est intéressant, et je m'adresse à vous, Marie-Jeanne, c'est peut-être le côté un petit peu social plus large. Dans les sondages, les Français sont favorables au travail le dimanche. Mais pour les autres, pour que les commerces soient ouverts, pour qu'on puisse profiter finalement le dimanche pour faire ses courses, pour tout faire, mais pas pour soi, comme souvent. Oui, bien sûr. Ceci dit, je ne suis pas convaincu du tout qu'on puisse généraliser à partir de ce cas. J'ai l'impression qu'on a affaire à une espèce d'autoritarisme local. Le gérant du magasin va se faire démonter au tribunal. Et ça n'est pas vraiment... Je suis assez d'accord sur l'aspect France périphérique, le fait qu'il y a effectivement des gens qui ont des boulots qui ne les satisfont pas du tout, avec lesquels ils ne peuvent en fait pas vivre. Et c'est effectivement une des bases des Gilets jaunes, en tout cas. Mais je ne crois pas qu'on puisse élargir à la politique de Macron à partir d'un cas d'autoritarisme parfaitement local. D'autant qu'il y a des centaines de milliers, probablement des millions de gens qui travaillent dans le public ou dans le privé le dimanche. Oui. Franchement, attendez, ça existe. Mais bien sûr, le travail le dimanche est même autorisé dans le cas d'un certain nombre de travails qui sont en continu, d'emplois en continu, que ce soit dans le social, comme un hôpital, il ne va pas fermer, il ne ferme pas le dimanche. Bon, même dans les activités culturelles, la presse travaille le dimanche. Donc, mais c'est dans le cadre d'un contrat. Là, en l'occurrence, apparemment, ça ne s'est pas fait dans les règles, mais ça met quand même en exergue quelque chose, parce qu'il y a aussi beaucoup d'autres femmes et d'autres hommes dans des petits emplois comme ça qui sont obligés de travailler le dimanche, parce que c'est ça où ils perdent leur emploi. Vous n'avez pas interrogé les 198 qui ont accepté ça? Je vais le faire. Attendez, laissez-moi un peu de temps. La question que l'on pose, c'est est-ce que c'est un coup de canif de la part d'un employeur, ou est-ce que ça peut faire jurisprudence sociale? Parce que dans ce cas-là, ça peut inquiéter beaucoup d'employés salariés. Je vous laisse réagir. Écoutez les réactions politiques. Évidemment, nous sommes en pleine campagne, et en pleine campagne, on se saisit de tous les sujets. Ça traduit plusieurs choses. Le fait que 2 personnes se fassent licencier parce qu'ils ont refusé de travailler le dimanche. Premièrement, que tous ceux qui nous ont dit
que favoriser le travail le dimanche, ça se fait sur la base du volontariat, sont des menteurs. Et pourtant, ce sont des secteurs où la profitabilité est au rendez-vous. Ça va, les actionnaires se portent bien, que ce soit ceux de Cora, que ce soit ceux d'Auchan, ceux de Carrefour, parce que c'est à mettre dans le contexte de toutes les suppressions de postes partout. Il faut respecter les gens qui veulent ne pas travailler le dimanche. Il y a, soit pour des traditions personnelles, des convictions syndicales ou cultuelles, la protection qu'on doit à chaque salarié. Donc je pense que c'est une affaire qui devrait se régler, à mon avis, en tête-à-tête avec le DRH de Cora. Je suis désolé, il y a un moment où il doit y avoir un temps collectif pour respirer, un temps familial. Et je trouve qu'on en soit arrivé à un motif de licenciement sérieux. On verra ce que ça donnera devant les prud'hommes. Moi, me choque, oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça se règle entre les deux parties ou attention, il faut surveiller cela, ça peut faire jurisprudence? Non, ça ne fera pas jurisprudence, à mon avis, ça va être classé, je pense. Après, néanmoins, ça peut mettre effectivement de la pression, il ne faut pas le nier non plus, sur une partie du salariat en disant attention, voilà ce que vous risquez quand même. Ça, il ne faut pas non plus l'oublier. C'est ce que semble dire cette salariée. Il y a un autre... Je ne prends pas parti, mais c'est ce que semble dire cette salariée qui dit moi, j'ai subi une pression, bien sûr, tout simplement. Il y a des gens qui s'autocensurent, qui se disent, et puis qui ont besoin de mettre du beurre dans les épinards, tout simplement, parce qu'ils ne gagnent pas assez. Parce que la pauvreté, en France, elle est où? C'est dans les temps partiels subis. Voilà, ce qui protège le plus de la tombée dans la pauvreté, c'est un CDI à plein temps, bien rémunéré. Et ça pose une autre question, par contre, celle des centres-villes. C'est-à-dire qu'à force d'ouvrir, comme ça, en périphérie, des grandes surfaces, on est en train de mettre en concurrence avec des centres-villes, des petits commerçants qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Vos propos font beaucoup réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Par exemple, les vôtres, Thierry Sausset. Il y a Sylvie, qui est une fidèle téléspectatrice, qu'elle nous écrit souvent, qui dit « La modernité façon Thierry Sausset, c'est bosser pour moins de 1 000 € par mois dans des conditions et se taire parce que d'autres n'ont pas de travail. » Voilà de quoi on crève. D'abord, qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, on ne m'a pas donné le salaire de la personne en question, ni ses conditions de travail, ni ses heures de travail, ni si elle faisait autre chose par ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que vous vivez une époque où, vous le savez bien d'ailleurs dans les entreprises, la fluidité, la mobilité fait que les heures de travail, la plupart des gens ne les comptent plus, des tas de gens travaillent le soir chez eux, vous êtes entrés dans un monde, c'est comme ça, et notamment dans la compétition mondiale, où toutes ces questions-là, je ne suis pas pour qu'on remette en cause le code du travail, et notamment pas que cette affaire fasse jurisprudence, parce qu'il faut qu'il y ait un niveau de protection. Mais quelque part dans la pratique, je suis bien obligé de constater que les horaires de travail ne seront plus jamais ce qu'ils étaient hier. Il y a quand même une différence entre un avocat en libéral dans le 8e arrondissement de Paris et une caissière du supermarché Cora, si vous voulez, au niveau de la flexibilité des horaires, etc. C'est pas non plus le même genre de revenu. Elle n'est pas à la recherche de sa clientèle et elle n'est pas libre non plus de ses honoraires. Donc il faut arrêter de comparer et de parler de façon massifiée de ces acteurs économiques. Non, c'est pas du tout la même chose. Les jeunes qui sont dans les startups, c'est pas l'avocat du 8e. Ils démarrent avec pas grand-chose. Oui, ils démarrent avec pas grand-chose et puis ils finissent par se faire racheter par des actionnaires avec quelques millions. Oui, enfin, quand tout va bien. Non, mais ou bien ils font faillite et recommencent, c'est le grand rêve de M. Macron. En l'occurrence, c'est peut-être pas le rêve de cette dame qui, elle, est travaillée là depuis 18 ans. C'est donc bien qu'elle était attachée aussi à son employeur. Mais je rejoins tout à fait ce qu'a dit Aurore Lahuy tout à l'heure. À cette même heure, le dimanche matin, il y a les marchés. Il y a les marchés où on peut aller faire ses courses tranquillement. Il y a les petits artisans des centres-villes. Oui. Bon. Non, mais surtout, on entend dire que l'hypermarché, c'est un modèle économique qui ne fonctionne plus, que Auchan ferme, etc. Et que tout ça, ça va disparaître. Ce qui, personnellement, ne me gênera pas parce que ces hangars en périphérie des villes, c'est d'une laideur absolue. Mais justement, recréons un peu de proximité sans faire la France d'avant. Mais en tout cas, c'est quand même plus agréable d'aller faire son marché. On va conclure. Allez, Julien chez Cora. Voilà. Non, mais je rejoins tout à fait sur ce qui vient d'être dit. J'ai un exemple très concret dans ma ville de Sens, 25 000 habitants, où vous avez 5 zones commerciales qui entourent la ville. Donc évidemment que ça a tué le commerce de proximité, le commerce en centre-ville. Vous allez vous balader à Sens, vous n'avez que des vitrines fermées. Et vous avez la maire, pourtant LR, qui a participé, qui a favorisé l'implantation de ces zones. Ce serait un coup de baguette magique, tout serait résolu. Nous sommes contre les zones commerciales, justement, qui tuent le commerce en centre-ville. Contre les zones commerciales. Mais évidemment, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Il y a des priorités. Faire de la politique, c'est choisir. Nous favorisons le commerce de proximité et aussi l'attractivité, parce que ces grandes zones, elles tuent l'attractivité. Pourquoi c'est ça? Mais enfin, écoutez, ça, c'est la politique d'hier. C'est les coups de baguette magique. Je vais vous relancer le commerce de centre-ville. Attendez, je
devez supprimer les grandes surfaces à l'extérieur. Mais enfin, écoutez, c'est une plaisanterie. C'est pas vous qui allez reconstruire le monde de la consommation française, de son évolution. Écoutez, ça n'existe pas. Ce que vous dites, il y a des gens qui le disent depuis 50 ans, y compris dans votre propre camp, et du coup, ça n'a rien empêché de se faire. Allez, le débat se poursuit. Il est vif, le débat sur CNews. On marque une courte pause, le journal, et puis restez avec nous. Je le disais tout à l'heure, véritablement, depuis quelques jours, on parle de l'affaire Vincent Lambert, en faisant attention, avec retenue, etc. On a beaucoup parlé de l'affaire Vincent Lambert, mais il y a évidemment l'homme derrière, Vincent. Comment est-il? Comment était-il? Eh bien, c'est sa demi-sœur qui en parle, extrait exclusif tout à l'heure. C'était dans l'émission de Pascal Praud. À tout de suite. La suite du débat, nous avons parlé du travail le dimanche. Autre sujet sociétal, social en tous les cas, c'est un nouveau coup dur, ce qui est sûr pour les salariés d'Ascoval. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien de nouveau, ils sont inquiets puisque le repreneur britannique, qui est British Steel, a été déclaré en faillite, en liquidation. Mais malgré cela, le ministre Bruno Le Maire se veut rassurant. On va l'écouter et on va en parler avec nos invités. Je pense que Ascoval est une opportunité pour British Steel. J'espère que d'ici la fin de la semaine, nous trouverons un moment pour, à nouveau, discuter avec les représentants des salariés, avec les élus locaux, comme nous l'avons fait depuis le début, c'est-à-dire de manière totalement unie et rassemblée, pour consolider cette proposition et nous assurer que la reprise d'Ascoval par British Steel va bien jusqu'au bout, dans les meilleures conditions possibles. Franchement, on pense ce soir, et c'est normal, aux salariés d'Ascoval, que de rebondissements dans ce dossier. C'est incroyable pour avoir la luxe ce qui se passe. Et là, on savait que British Steel avait des difficultés, mais alors en liquidation... c'est une conséquence du Brexit aussi directe, en partie. Eh bien oui, parce que pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis. Au niveau de l'acier, ça se passe comment? Comme beaucoup d'entreprises, les commandes sont préétablies à l'avance. Sauf que là, que se passe-t-il? Il y a toute une partie des acheteurs qui se disent... attendez, nous on ne sait pas ce qui va se passer, est-ce qu'il va y avoir Brexit, pas Brexit, dans quelles conditions ça va se faire, quid des droits de douane, etc. etc. Donc les commandes se sont complètement asséchées. Et en fait, le gouvernement britannique a refusé d'alimenter, de donner du cash, parce que l'entreprise avait besoin de cash, en fait, de liquidité immédiate. Il n'a pas voulu le faire. Donc voilà. Une des conséquences tout à fait directes du Brexit et d'une campagne populiste qui était censée faire du bien à la Grande-Bretagne. Tout allait bien. C'est 25 000 emplois dans la chaîne d'approvisionnement, cette entreprise. 25 000 emplois. Donc c'est une première. Ça, c'est un premier sujet. Il y en aura d'autres. On va en parler, j'imagine. Mais voilà, Brexit, les conséquences. Non, mais c'est vrai que le Brexit fait tant de mal aux Britanniques. Des emplois. Tant de mal, oui, France, bien sûr. Et c'est pour ça que le parti pro-Brexit de Nigel Farage est en tête dans les sondages aux européennes. Ils sont bêtes, ces Britanniques, en fait. Ils comprennent rien. Ça vient de tuer des emplois en France. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ça vient de tuer des emplois. Quand vous regardez la situation économique de l'Angleterre, quand vous regardez le taux de chômage, c'est quand même un peu plus reluisant qu'en France. Excusez-moi, donc ça ne tient pas. Donc c'est évidemment un argument de propagande, toujours pour cette campagne des Européennes. Alors, il y a les dirigeants quand même de British Steel qui disent que le carnet de commandes a presque fondu, et vous savez que la livre sterling a quand même beaucoup baissé, donc par rapport aux matières premières, ça a un impact. Enfin, tout ça, on ne peut pas notamment. Je ne suis pas sûr que ce soit lié véritablement au Brexit. C'est pas lié. Voilà, bon, c'est pour pas vous, lié. c'est lié. C'est pas pour moi, c'est pour les analystes de votre avis. Non, oui, vos analystes et puis les dirigeants de l'entreprise. Ça a juste tué des emplois en France et va tuer 25 000 en Europe. C'est tout. C'est ça la réalité. Ce qui est révélateur, c'est quand même l'incompétence du ministère des Finances. Tout simplement, parce qu'on pourrait quand même avoir des techniciens, des technocrates, puisque Bercy est quand même une usine à technocrates, qui auraient pu se renseigner un petit peu, fouiller un petit peu les antécédents de l'entreprise et éviter donc ce fiasco. Et maintenant qu'on en est là, maintenant que les salariés s'inquiètent, qu'est-ce qu'il faut faire? Certains disent, Thierry Saucier, nationalisation partielle. L'État français, ça vous fait déjà sourire, laissez-moi en parler. Nicolas Sarkozy l'avait fait pour... Souvenez-vous. Oui, au secours, Mitterrand revient. Enfin, je veux dire, on ne va pas à chaque fois qu'il y a une difficulté. Ça a été fait. On sait ce que c'est que les nationalisations. On sait ce que ça a coûté et dans quel état ça a mis le pays. Non. Comme les privatisations, d'ailleurs. Ce qu'il faut, c'est ouvrir le chantier de gestion de crise, ce qu'avait déjà fait le gouvernement. British Steel, d'ailleurs, était probablement un partenaire entre nous, objectivement, même s'il traversait quelques difficultés qui étaient intéressantes pour le dossier. Alors, est-ce qu'il faut... obtenir des Anglais qui remettent justement un peu l'entreprise à niveau, que nous-mêmes on intervienne pour sauver cette entreprise?
qui est importante aussi sur le plan stratégique. Je pense aux salariés, bien entendu, mais je pense aussi au plan stratégique. En tout cas, que le gouvernement se mette en gestion de crise pour trouver une solution. On sait faire ça à Bercy. Il n'y a pas que des technocrates. Bercy a fait tellement de bien ces dernières années. C'est quand même une litanie absolument incroyable, parce que ce genre de scène où on voit un syndicaliste ou un ouvrier d'une de nos industries, en particulier la sidérurgie, expliquer qu'il est abattu après tant d'années, tant d'espoir de voir son entreprise repartir et qu'elle ne repartira pas. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir deux choses. Est-ce qu'on a senti une certaine solidarité au niveau de l'Union européenne pour venir en aide, ici à Ascoval, ailleurs, à d'autres entreprises? Non. C'est-à-dire, non, mais quand on fait partie d'une union dans laquelle on est censé être solidaires les uns des autres, essayer d'avoir une politique soi-disant collective, industrielle, on voit très bien qu'en gros, c'est comme d'habitude, chacun se débrouille comme il peut et chacun bricole dans son coin. Et en l'occurrence là, interviennent sur leur classement. Ça règle pas le problème, et notamment pas le sauvetage de l'entreprise. C'était mon deuxième point, la question du reclassement. Parce qu'à chaque fois, en réalité, une fois que la question est réglée, elle le sera après les européennes. C'est-à-dire qu'après les européennes, on va comprendre que en fait, c'était plié. Mais là, il va falloir tenir jusqu'à dimanche pour le ministère de l'économie. Donc, une fois qu'on saura... Dans l'oracle. Non, mais c'est-à-dire que je me doute un petit peu que British Steel ne va pas réussir à reprendre l'entreprise. Bon. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces ouvriers qui travaillent là? Est-ce qu'on va aller leur dire de traverser la rue pour trouver du travail? Bon, peut-être que sur le boulevard du Montparnasse, mais ça fait un petit peu loin par rapport à l'usine d'Ascoval. Donc là, ces gens-là, il faut leur retrouver une reconversion qui soit véritablement adaptée aussi au marché du travail. Évidemment, c'est facile autour d'une table. Un État stratège, c'est ça. Plateau de télévision. Dans un pays qui accepte la désindustrialisation, qui l'a acté, dans ce cas-là, il faut prévoir une politique qui est celle d'un État stratège qui va s'occuper de l'humain. Voilà, il me semble. Mais attention à chaque fois à ne pas donner de faux espoirs à ces salariés, justement, par des nationalisations partielles, par des repreneurs qui, après, se révèlent être des canards boiteux. Non, mais je parle. Attention, on leur a fait croire, parfois, dans différents dossiers, qu'il y avait un avenir pour certains sites. Et parfois, il n'y a pas d'avenir. Des fois, il n'y a pas d'avenir. En fait, c'est douloureux de le dire, mais c'est le cas. Et parfois, il y en a. Et parfois, il y en a eu ces derniers mois. C'est un sujet extrêmement européen. Le premier point, ce qu'on pourrait faire, c'est pour une fois s'inspirer de ce qui est intéressant socialement en Allemagne. Le bouclier emploi. En Allemagne, quand il y a une entreprise qui passe un cap difficile, qui a besoin, soit qui a un petit problème conjoncturel, soit qui doit vraiment se réorienter, il y a ce qui s'appelle le bouclier emploi. C'est-à-dire que l'État dit, on ne va pas mettre les gens au chômage, on ne va pas casser les gens, on ne va pas casser l'entreprise. On va les rémunérer pour passer ce cap un peu difficile, soit l'entreprise repart, soit non. Et dans ce cas-là, on va les accompagner dans la transition. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne détruit pas l'outil de production et on ne détruit pas des vies. Et il nous faut une politique de l'acier au niveau européen. Par ailleurs, sur la question européenne, j'en reviens, parce que c'est un sujet éminemment européen, la question de l'acier. La Commission a quand même mis des lois anti-dumping, en fait, contrairement à ce qu'on croit. Par contre, elle n'a pas été assez loin, là, je suis entièrement d'accord avec vous. Elle a protégé sur certains types d'acier. Par contre, elle n'a pas protégé sur tout. Et c'est là où il va falloir mettre en place un protectionnisme vert pour pouvoir protéger la production d'acier au niveau européen. Est-ce qu'il faut accuser aussi le gouvernement de ne pas avoir assez vérifié la crédibilité, je veux dire la solidité de ce groupe, où vous dites, ou alors c'est normal, l'État cherche tous les repreneurs? Non, je pense qu'à Bercy, on a largement les gens en compétence de pouvoir trouver... Non, après, ce sont des choix politiques, monsieur. Mais par contre, les gens sont compétents. Après, la question du Brexit, c'est autre chose. Ça ne pouvait pas forcément être prévu et ça a pris certaines personnes... Juste écoutez le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand. Alors écoutez-le déjà sur justement ces salariés, le sort de ces salariés. Il est concerné au premier chef. Que les ouvriers ont envie de continuer. Et là, aujourd'hui, c'est pas au ministre, c'est pas au président de région d'apporter les réponses. C'est le repreneur qui doit être convaincant. Et après, ils décideront, parce qu'ils en ont marre depuis des années, d'avoir le sentiment de se faire balader. Et même si ce n'est pas le cas, mettez-vous à leur place. C'est difficile pour eux de faire encore confiance à qui que ce soit. Il a raison, c'est une question de confiance. On imagine pour des familles, Thierry Saucé, au début, c'est un véritable ascenseur émotionnel. On y croit, et puis le repreneur est en faillite, et puis le gouvernement nous a dit que ça allait être sauvé. C'était assez incroyable. Ce jeu de ping-pong est absolument insupportable pour eux. Mais encore une fois, il faut chercher si elle existe encore une solution industrielle. Que ce soit d'ailleurs avec British Steel ou que ce soit avec d'autres intervenants. Et c'est à ce moment-là, parce que c'est la seule qui est vraiment durable. Alors, est-ce qu'il faut essayer d'intervenir avec les Anglais, avec l'Europe, avec le gouvernement français? Oui.
probablement on peut cumuler les efforts. Les Anglais qui ne veulent plus autres. mettre de l'argent dans British Steel parce que ce serait un puits sans fond pour eux. Au point où ils en sont, les Anglais, ils ont mais plutôt intérêt à être gentils avec l'Europe, parce que pour l'instant, ils ont du mal à partir. Vous avez l'air, vous avez l'air d'être très favorable, mais eux, ils ont l'air beaucoup moins pressés que vous. Je suis favorable parce qu'on respecte le vote des Britanniques. Oui, mais j'ai pas dit le contraire, je dis qu'ils sont moins pressés que vous. En tout cas, ce qu'on voit, c'est quand même chaque nation a aussi sa propre politique industrielle qui est faite en fonction de leurs intérêts nationaux. Et c'est la réalité. Qu'est-ce que vous dites? Que l'État français ne protège pas ses propres ça fait intérêts? longtemps que la France a décidé d'acter la désindustrialisation. Et puis vous conviendrez qu'il se passe plus grand-chose au niveau du gouvernement. Attendez, du gouvernement de la Grande-Bretagne. La situation est quand même, pardonnez-moi, extraordinairement gelée. Alors, il n'y avait qu'un seul repreneur au monde, c'était un Britannique. On ne pouvait pas en trouver d'autres. Et puis il ne pouvait pas y avoir aussi un grand industriel français qui cherchait à faire un petit peu de patriotisme économique. Je disais moi-même qu'on peut rouvrir le jeu. Ce qui est quand même frappant, c'est que ça fait 2 ans qu'on entend Monsieur le maire, avec cette rhétorique de l'impuissance permanente. C'est toujours la même chose, que ce soit pour General Electric, où on nous avait dit, vous inquiétez pas, les emplois, il y aura 1000 emplois qui seront créés à la fin 2018. Et c'est toujours ensuite Monsieur le maire qui vient éplorer sur les plateaux et devant les caméras pour dire, ah ben on s'est fait avoir, finalement c'est pas comme on avait prévu, on est perdu, l'État est impuissant. Et ce qui est terrible avec ce système-là, et avec l'État... Pas qu'ils disent les choses exactement comme ça d'ailleurs. Je traduis un petit peu. Ah pardon. Lui, évidemment, il a... un petit peu. Voilà, il a le langage de Bercy, mais finalement, c'est toujours les conséquences et c'est toujours les salariés, les ouvriers français. Écoutez, les réactions politiques, je vous le disais déjà dans le cadre du travail du dimanche, évidemment, chaque événement aujourd'hui est pris en étau, en tenaille dans cette campagne. Évidemment, pour ce dossier explosif, comme toujours sur ces dossiers-là, c'est le cas. On écoute de nombreuses réactions politiques. Il faut que l'État dise qu'en dernier recours, il nationalisera Ascoval si besoin en est. On savait que la société n'allait pas très bien, on l'avait entendu il y a quelques semaines, depuis il y a eu des discussions, ça ne veut pas dire qu'on ne s'en sortira pas par le haut, et notamment pour les salariés d'Ascoval. En tout cas, on ne peut pas laisser tomber une entreprise comme celle-là, et c'est au gouvernement d'agir. Et il ne peut pas se payer de mots. Voilà. Et pour l'instant, en matière de politique industrielle, le gouvernement se paye souvent de mots et finit par se payer notre tête. Comment le ministre de l'économie pouvait-il ne pas être au courant des difficultés financières de British Steel? Alors avant de chanter des cocoricots de victoire il y a quelques jours, il aurait pu au moins se renseigner sur l'état de santé du repreneur. Ça c'est vrai, mais voilà un sujet qui pourrait faire partie de cette campagne. Voilà un sujet de fond d'une campagne européenne. Non, mais on cherchait des sujets de fond. On a dit que cette campagne, c'est simplement un duel entre le Rassemblement national et la République en marche. Pourquoi ces sujets-là ne sont pas davantage aujourd'hui au cœur de cette campagne? Vous avez trouvé un sujet de fond avec la Grande-Bretagne qui est en train de quitter l'Europe et qui est dans un marasme politique où plus personne ne prend de décision, alors que c'est une entreprise anglaise qui a après tout présenté sur le papier plutôt des éléments intéressants pour se rapprocher d'Ascoval. Vous pourriez trouver un meilleur exemple pour parler de l'Europe, Tout à fait d'accord. Ça soulève quand même la question de la politique industrielle au niveau européen. On a besoin d'une vraie politique industrielle, notamment sur la question de l'acier, qui est important dans le cadre de la transition, écologique. Non, je parlais de la capacité de réponse de l'Angleterre en ce moment. Ah oui, ça, je suis d'accord avec vous. Mais ça soulève des sujets de fond européens assez passionnants, à mon sens. On a besoin d'une politique aussi numérique pour pouvoir imposer nos standards et pas se laisser bouffer à la fois par les Chinois et par les Américains qui sont en train d'imposer leurs standards éthiques dans ce domaine. Ça soulève la question du protectionnisme vert, ça soulève la question des transitions, comment on protège les salariés en attendant. Transition. Et c'est tout ça, c'est dans le cadre des Européens. Mais oui, mais si vous étiez aux responsabilités là, qu'est-ce que vous faites pour un dossier brûlant, explosif comme celui-ci? On peut passer éventuellement par une nationalisation partielle. Mais ce qu'il faut surtout... vous êtes pour la même solution. Non, ce qu'il faut surtout, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le bouclier emploi. La nationalisation, est-ce que c'est pas la polique de la perfusion? C'est la politique de la perfusion. J'ai parlé du bouclier emploi. Le bouclier emploi, non. Alors, vous n'avez pas compris ce que je dis tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit le bouclier emploi, c'est quand l'État prend en charge le salaire des salariés pour éviter une fermeture de l'entreprise et éviter la casse sociale. Et qu'ils puissent mettre le regard distancier un peu plus, le vôtre. Qu'en pensez-vous? Moi qui n'y connais rien. Mais justement, c'est que vous en savez le plus peut-être. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé pour ArcelorMittal au bout du compte? Les ouvriers ont été recasés. Enfin, il y a eu un programme de formation en tout cas. Oui, il y a eu une politique de reclassement qui est assez générale dans ce genre de situation, qui fonctionne plutôt
pas si mal en Il France. fonctionne pas d'ailleurs. mal, simplement il y a eu tout un psychodrame avant parce qu'il a fallu en passer par une rhétorique de sauvegarde du prolétariat, un certain nombre de mots parfaitement vides et de crise politique sans objet pour arriver à une solution très simple qui a été une solution de reclassement à laquelle il aurait fallu commencer par penser. C'est pas Je pense qu'on simple, finira par... ça finit par arriver en tout cas. Ça finit si on par avait, si on avait arriver. commencé si on avait commencé par là, on se serait peut-être évité une crise politique majeure. Et surtout de faire croire à plusieurs salariés, de faire croire à C'est la certaines question des situations. transitions qui est jamais posée en Je France. voudrais vous faire réagir à deux actualités avant d'aborder l'un des thèmes ce soir. Et je vous l'ai dit, véritablement, restez avec nous parce que c'est le témoignage de la demi-sœur de Vincent Lambert. Elle était tout à l'heure dans l'émission de Pascal Praud et elle... non pas qu'elle dévoile, mais c'est un autre témoignage quand même sur Vincent l'homme qui peut éclairer sur la situation et c'est très important. Mais tout d'abord, un sujet qui va vous paraître peut-être un petit peu superficiel, mais qui ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que l'aménagement des villes, on en parlait tout à l'heure avec les centres-villes, ça concerne tout le monde. Là, c'est parisien, mais ça concerne toutes les villes. Regardez, la Tour Eiffel et autour, que va-t-il se passer ? Eh bien, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a un projet qui a été soumis évidemment à différentes personnes. Et c'est une société en particulier qui a gagné et qui va proposer une sorte de jardin, un énorme jardin. Vous me regardez avec de grands yeux, Thierry Saucé. Un jardin extraordinaire. Est-ce qu'on peut voir les images ? Parce que si je décris sans les images, ça va être compliqué. On va aller voir. Un énorme jardin autour de la Tour Eiffel pour mieux accueillir les touristes. Je vous rappelle qu'il y a 20 millions de personnes par an qui viennent visiter ou qui disent visiter la Tour Eiffel sans forcément monter les différents étages, mais qui viennent évidemment pour regarder la Dame de Fer. Vous verrez que l'élément le plus symbolique et spectaculaire, c'est le pont d'Iéna qui sera agrémenté sur toute sa longueur d'un alignement d'arbres. Exit la voiture, n'y pensez plus. Ça vous séduit là sur l'image piéton le pont d'Iéna. Oui. Ils n'ont pas mis les rats. Est-ce qu'il y aura toujours des rats ? Oh, c'est la première chose que vous voyez. Non, mais Paris n'a jamais été aussi sale. Ça illustre parfaitement bien ce projet, la politique de Madame Hidalgo, qui n'est probablement pas si catastrophique que ça pour les Parisiens, parce que la circulation dans Paris, elle n'est pas géniale, mais elle est surtout bien pire aux portes de Paris et du côté de la banlieue. Si vous dites ça, c'est que vous roulez en trottinette. Non, la grande idée, c'est d'empêcher les banlieusards de rentrer dans Paris pour ceux qui ont besoin de travailler. Et donc, haro sur la bagnole et occupons-nous du reste et faisons de très jolies choses. Je n'en doute pas un instant. C'est-à-dire, vous viderez Paris de sa substance économique, de ses emplois, de sa réalité de grande ville, et vous en ferez seulement une ville musée et ouverte aux touristes. C'est une absurdité. C'est assez impressionnant. Une ville, ça a besoin de vivre, ça a besoin d'avoir des pauvres, des riches, des entreprises. Pour nos téléspectateurs parisiens ou d'autres qui sont déjà venus à Paris ou qui ne connaissent pas peut-être, qui ne connaissent pas ni le quartier ni la Tour Eiffel, c'est une transformation véritablement de fond. C'est assez incroyable. C'est déjà en ce moment un quartier où il est extrêmement difficile de circuler. Le pont d'Iéna, c'est régulièrement des embouteillages absolument hallucinants. Donc là, transformer en plus le pont en passage piéton, c'est en même temps Madame Hidalgo en rêve. Donc Madame Hidalgo le fera parce qu'apparemment rien ne lui résiste. Vous avez dit le mot magique. Regardez ce qu'a dit Anne Hidalgo. Vous avez dit rêve. Elle en rêve justement. Regardez ce qu'elle a dit. C'est le monde des rêves. Anne Hidalgo, on va voir justement sa phrase, je peux vous la citer. Voilà. Ce projet est aussi dédié aux Parisiens. Demain, ils pourront lâcher la main de leurs enfants et entendre les chants des oiseaux sur la place du Trocadéro. Ne vous moquez pas, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est dédié aux touristes. C'est dédié aux touristes, c'est pour les Jeux Olympiques de 2024. C'est pour les touristes qui vont venir. Les Parisiens, ceux qui vivent, ceux qui travaillent, notamment, comme vous disiez, les banlieusards qui travaillent à Paris, eux, ils ne vont pas bénéficier de ça. En tout cas, on a bien compris à quel électorat elle s'adresse. Parce que lequel là, c'est le bobo à trottinette. On croirait du Philippe Meuret. Je regrette que Philippe Meuret ne soit pas là pour commenter les propos d'Anne Hidalgo. Vous avez consterné Aurore Lalucq. Oui, parce que c'est donc la journée de la biodiversité aujourd'hui. On a juste perdu 80% de la biodiversité. C'est pas les plus riches qui vont s'ouvrir. Et on va faire de la biodiversité avec les petits jardins autour de la Tour Eiffel. Non. La biodiversité, ça se fait partout, notamment dans les grandes villes. Ça va coûter combien de millions parisiens, ça ? Alors, la biodiversité, avec ces projets de luxe-là, vous croyez, je finis ma phrase. Donc, la biodiversité a cela de fantastique que ça coûte
que dalle par rapport aux infrastructures en dur. Ça coûte extrêmement peu cher et ça a des effets sur le dérèglement climatique absolument incroyables. Ça Vous va avoir voyez, des effets. la ville, la pelouse, la ville, lac de pelouse. j'ai derrière nous, je vais regardez. réussir à finir ma phrase, je pense, je vois que ça énerve énormément. Regardez comment on se déplace. La végétalisation des villes, si vous voulez refroidir une ville, c'est ce qu'il faut faire. Paris, vous voyez bien le soir, après une canicule, le béton, ça recrache de la chaleur. C'est des trucs rationnels, hein, c'est tout bête. Hein. Eh bien, la végétalisation, oui, ça permet de créer des îlots on va de finir fraîcheur tous et de végétalisés, hein, là. Après, c'est votre choix. Est-ce que vous voulez lutter Non, mais tous, même nous. Non, mais est-ce que vous voulez mourir ou pas? Est-ce que vous voulez lutter contre le dérèglement climatique ou pas? Mais bien sûr, on veut mourir. Mais bien sûr, on veut mourir puisqu'on est contre le projet. Donc, en fait, on se suicide. Ensuite, ensuite, il y a une autre question, c'est qu'à Paris, alors la question des banlieusards, ayant grandi en banlieue parisienne, je suis très sensible à cette question-là, mais il va falloir investir dans la mobilité en périphérie de Paris, qui s'est parfaitement dégradée. Et par ailleurs, pour les Parisiens, excusez-moi, quand on est Parisien, prendre la voiture, non. Il y a le bus, il y a le métro, il y a le RER. On est tous d'accord, très peu de gens le font. Il va falloir. J'ai habité Paris. On peut quand même laisser le choix aux gens. Allez, on va marquer une courte pause. Beaucoup de sujets à Et venir. bravo à Anne Hidalgo. On continuera à en parler. Je ne pensais pas que ce sujet allait tellement vous faire réagir. Enfin, j'avais quand même une petite idée. Autre sujet, restez avec nous. Témoignage exclusif de la demi-sœur de Vincent Lambert. C'était chez Pascal Praud tout à l'heure. Restez avec nous, on va vous en parler. Et puis, ce soir, une lettre qu'on vient de découvrir, une lettre très émouvante d'Alain Delon au public, à découvrir également en exclusivité. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur CNews, votre émission Les Voix de l'Info, émission du soir dans quelques instants. Je vous le disais tout à l'heure, témoignage exclusif. Elle était dans l'émission L'heure des pros de Pascal Praud. C'est la demi-sœur de Vincent Lambert sur l'affaire Lambert, mais sur l'homme également, qui peut éclairer sur la situation très douloureuse actuelle de la famille, de l'homme lui-même. Mais tout d'abord, une lettre ce soir qu'on voulait vous montrer. C'est un courrier qui a été remis à l'AFP par l'acteur, immense acteur, Alain Delon, une lettre très émouvante, vous allez le voir, qui remercie son public. D'ailleurs, il appelle lettre ouverte à mon public. La voici. Au lendemain de cette palme d'or d'honneur, l'envie me prend de remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont témoigné d'une manière ou d'une autre leur affection et leur sympathie, et plus encore. Alors que mon voyage touche à sa fin, je veux le dire, j'ai connu tant de passion, tant d'amour, tant de succès et d'échecs, tant de controverses, tant d'esclandres, de ténébreuses affaires, tant de souvenirs, tant de rendez-vous manqués, de rencontres impromptues, de vains et lointains souvenirs. Il est une seule chose qui brillera par sa constance et sa longévité, vous seul, à vous qui avez fait ce que je suis et qui ferez ce que je serai. Il fallait vous le dire. Je vous dis merci, merci, merci Alain Delon. Donc après, ça c'est incroyable, nous avons diffusé ce soir, c'était tout à l'heure, vous avez peut-être suivi Thierry Saucet, la masterclass d'Alain Delon, quand il a parlé évidemment de son immense carrière, des réalisateurs rencontrés, des personnages qu'il a incarnés. Ce soir, une lettre très émouvante. Magnifique. Magnifique. Le texte est absolument magnifique. Et le mot, alors que mon voyage touche à sa fin, évidemment, c'est très émouvant. C'est particulier de remercier son public comme ça ainsi. Et c'est vrai, pour un artiste, c'est le public qui fait... Je pense que quand on a eu une vie aussi intense, à beaucoup de points de vue d'ailleurs, hein, sans doute à un moment donné, quand on n'est plus au cœur de l'activité ou de l'actualité, on doit commencer à se demander comment va se faire le passage. Et puis il le fait aussi au lendemain de cette palme d'or d'honneur. Donc c'est une façon pour lui peut-être de clore ce chemin d'acteur et de reprendre et de continuer une vie qui est celle qu'il mène depuis plusieurs années, d'une certaine discrétion, d'une dignité, d'une humilité qui finalement lui ressemble. Pour une star, il est un petit peu comme Brigitte Bardot. C'est quelqu'un qui effectivement est dans une certaine forme de discrétion et puis parfois des engagements qui leur sont très personnels, parfois qui échappent un petit peu à notre monde un petit peu policé. Et je crois que là, peut-être qu'il avait envie justement de clore un chemin professionnel et un chemin de cinéma. Mais en l'occurrence, je pense que c'est pas la fin d'une vie. Marc Weisman. Non, c'est une lettre d'acteur qui fait ses adieux.
Voilà, il le fait assez dignement. C'est un mélange de cabotinage et de sincérité comme tous les acteurs. Et je pense il doit plus ou moins quand même penser à la fin. Enfin, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il a l'air de dire. En tous les cas, voilà, il est une seule chose qui brillera par sa constance et sa longévité, vous et vous seul. C'est quand même une lettre d'amour pour un public et c'est toujours bien évidemment de le souligner, de le faire. Même pour une immense star, c'est assez rare quand même. Et puis, de rendre ainsi hommage. Il ne tweete pas, ça fait du bien. Ça fait du une bien. Lettre, bon. Voilà. Enfin, pour une fois, pas un tweet ou un post en quelques signes. Je vais présenter Laurence Trochu. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Laurence, vous êtes présidente de Sens Commun. Sens Commun, est-ce qu'on peut le dire, qui est la continuité, qui est issue en tous les cas du mouvement La Manif pour tous, pour bien planter le décor? Sens Commun, c'est un parti politique qui est associé au Parti des Républicains, qui existe depuis pas très longtemps, effectivement, et qui est né de cette volonté d'un engagement politique, de ne pas rester dans le canapé à râler sur ce qui se passe autour de nous, mais à être pleinement acteur et engagé dans la cité pour justement apporter, je dirais, sa contribution. Et donc, il y a une génération qui s'est levée quand elle a vu que certaines lois la dépassaient, certaines lois auxquelles elle n'adhérait pas. Et vous savez où je veux en venir, si je vous pose cette question, c'est pour savoir si Sens Commun soutient, mais activement, ouvertement, le combat des parents de Vincent Lambert. Alors Sens Commun, en tant que parti politique, aborde cette question justement sous l'angle politique et particulièrement la question, elle est d'ordre civilisationnel en fait, c'est-à-dire que fait le politique face à une situation d'une immense détresse comme celle qu'on peut voir? Que fait le politique en faveur des personnes qui sont handicapées? Quel regard en fait voulons-nous porter sur les personnes qui sont fragiles? Vincent Lambert est une personne lourdement handicapée, il n'est pas en fin de vie, mais il amène quand même à se questionner sur tous ceux qui, parmi nous, vivent ces fragilités, parce qu'on a tous été dépendants, on l'a été quand on était petit bébé, on le sera quand au soir de notre vie, on ne pourra pas faire tout seul et on aura perdu notre autonomie. Eh bien, quel regard et quelle société voulons-nous? Quelle place faisons-nous aux personnes handicapées? C'est vraiment sous cet angle-là que Sens Commun veut regarder l'histoire de Vincent Lambert plus que comme un cas Vincent Lambert. Vous voyez, c'est l'histoire d'une vie. C'est important ce que vous dites. Vous dites l'histoire d'une vie. On a souvent parlé ici même et puis ailleurs dans les médias ces dernières heures, ces derniers jours de l'affaire Vincent Lambert, du feuilleton Vincent Lambert. Oui, mais derrière ce feuilleton, il y a un homme. Il y a un homme qui est raconté par sa femme, qui est raconté par ses parents, qui est raconté par sa famille élargie. Et c'est rare justement qu'il s'exprime un peu plus en longueur. C'est le cas de sa demi-sœur qui était chez Pascal Praud tout à l'heure. On a plusieurs extraits. Le premier, elle va réagir sur ce qui est en train de se passer, la situation, la reprise des soins, non pas des traitements, la reprise des soins, comment elle l'a vécu, elle fait partie de la famille. Vous allez voir on vous l'expliquera, elle ne voit pas forcément tous les membres de cette famille et son avis est nuancé sur le sort de Vincent Lambert. Écoutez-la. Est-ce que vous, à titre personnel, vous l'avez entendu dire, si je suis un jour plongé dans cet état-là, je ne souhaite pas vivre? Non, je ne peux pas honnêtement vous dire ça. Je vous le dis, je n'étais pas dans des relations de complicité. Ce genre de thème est abordé quand on a une relation plus intime. Donc il l'a abordé avec d'autres personnes qui sont de sa génération, pas avec moi. Mais quand je vois Rachel qui dit que Vincent par moment lui disait en revenant de ses stages de réa, parce que c'est important, il a suivi quand même des personnes qui étaient dans cet état et qu'il remontait en disant chérie tu me piqueras si jamais je suis comme ça. Je reconnais mon frère dans ces expressions, je le reconnais. Vous dites d'ailleurs mon frère. Ouais. Mais c'est important d'être clair parce que c'est une famille compliquée. Je pense qu'ils ont des motivations sincères mais qui sont fluctuantes. Par contre, qui sont complètement cristallisés et durcis par les personnes qui les entourent. Ce qui veut dire que maintenant, ils ne peuvent pas faire marche arrière, mais qu'à un moment donné, il y a eu plus de souplesse. Quand ils ont appris que Vincent était débranché débranché, si on peut parler comme ça, au bout de 30 jours, ou de 25 jours, je pense. Ça, c'était le cas en 2013. Voilà. Oui. Moi, j'ai fait partie de la voiture où on est remonté du Midi pour voir Vincent. D'ailleurs, au passage, Viviane a fait un lapsus dans la voiture en voulant dire le jour de l'accident de Vincent. Elle a dit le jour de l'enterrement de Vincent, premier lapsus.
Pour moi, ça veut dire quelque chose. Et puis elle discutait avec Rachel de savoir où il serait inhumé. Elle se battait déjà sur cette question de l'inhumation, Rachel voulant le mettre à Longwy, près de chez elle. Et Viviane considérant que c'était pas bien. Mais là, le il y avait dialogue déjà il y avait une forme d'acceptation. Oui. Ils étaient très choqués par la méthode, puisqu'ils n'avaient pas été prévenus. Pour des raisons un peu mystérieuses, mais enfin, il y a eu des trucs qui n'ont pas été bien faits, mais c'était aussi peut-être en partie parce qu'ils craignaient justement ce genre de réaction. Ils se sont dit que peut-être ce serait plus simple. Voilà, bon. Et donc ils étaient choqués par la méthode, mais quelque part, il y avait une forme d'acceptation. Une forme, je dis pas entièrement. Et ils sont allés au Barou, le monastère qui les suit, on va dire, c'est le mot, je pense, comme un médecin suit son patient, mais de très près, depuis toujours. Moi, depuis qu'ils sont ensemble, ils ont toujours été un peu chapeautés, on va dire, enfin, très, très. Donc guidés par le monastère des deux. Eh bien, ils sont montés avec les avocats, les procédures, et voilà, ils ont attaqué immédiatement. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une tendance, mais ils seraient naturellement plus facile à faire bouger, quoi. Mais là, les positions se sont durcies. Ils sont plus seuls. Voilà, témoignage de Marie-Geneviève Lambert. On écoutera d'autres extraits tout à l'heure. C'était chez Pascal Pro. Vous voyez que sa position est plus nuancée. En tous les cas, elle donne son avis sur les parents de Vincent Lambert. Et elle esquisse. Elle dit le mot chapeauté. On voit bien, elle parle d'une influence. Alors, on n'a pas à juger cette influence, mais c'est la question qu'on se pose et on l'a posée ainsi. L'ombre des réseaux catholiques, ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal. Ça veut dire, est-ce qu'il y a derrière un combat également idéologique qu'il faut assumer et que certaines organisations, peut-être aussi mouvements politiques comme le vôtre, Laurence Trochu, assument en se disant, on va accompagner cette famille, voilà, parce qu'on y croit, parce que c'est notre conviction également. On peut faire une lecture religieuse. Je sais qu'il y a aussi une église protestante qui s'est manifestée en soutien de Vincent Lambert. On peut faire une lecture religieuse, mais je dirais c'est plus une lecture civilisationnelle qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce que finalement, notre civilisation européenne, dont on parle tant dans les débats mais elle n'est pas taboue, actuels, la question religieuse. Non, elle n'est pas taboue parce que la religion chrétienne fait partie, en fait, de notre civilisation vous rejetez européenne. Tous les mots qu'on accole à côté de catholiques, traditionnalistes, intégristes, extrémistes. Mais encore une fois, je trouve qu'on est dans des classifications, vous voyez, qui montrent bien à quel point le sujet est sensible. Et pourquoi ce sujet est-il si sensible ? C'est parce qu'il renvoie chacun de nous à sa propre situation de fragilité. Et c'est pour ça aussi qu'on a pu voir peut-être des mots excessifs de part et d'autre. Quand on parle de Vincent Lambert comme d'un légume, mais l'expression est absolument atroce. Vous voyez ? La question qui me semble être posée, une question fondamentale, c'est y a-t-il des vies utiles et des vies inutiles ? Or aujourd'hui, effectivement, dans notre monde moderne, les vies doivent être utiles, elles doivent avoir un sens. Et la question à chaque fois de poser autour de Civitas, savoir si ce sont des intégristes, catholiques, etc. Mais si la famille de Vincent Lambert avait été de religion juive ou de religion musulmane, la question aurait été la même. Parce que dans les religions monothéistes, il y a une sacralité de la vie. La question n'est pas ici les réseaux catholiques ou pas les réseaux catholiques. La question est de savoir, est-ce qu'il y a une sacralité de la vie ? Et cette sacralité de la vie, elle fait que la vie humaine n'est pas quantifiable. Et elle est d'une certaine façon infinie. Non, mais on vit dans un monde tellement sécularisé où chaque individu pense être propriétaire de sa vie qu'on n'arrive pas... d'avis fluctuants. Est-ce que tout au long du combat de ses parents, certains les ont mais bien entendu à que être davantage sur cette ligne-là? Mais d'abord, les parents il n'y a pas eu de combat judiciaire dans même les 5 premières années. Les parents de Vincent Lambert dans les premières années étaient en accord avec à la fois l'épouse de Vincent Lambert et le personnel médical, mais c'est quand effectivement Madame Lambert et le docteur Carrigeur ont en quelque sorte organisé la première euthanasie passive un petit peu dans leur dos qu'ils se sont effectivement durcis et raidis. Moi, je veux juste revenir sur ce point-là. On n'arrive pas à accepter que pour des gens, la vie soit quelque chose de sacré. Non, mais on accepte. Il y a non, mais je ne crois pas qu'on accepte parce que quand j'ai lu débat, quand je lis l'article, quand je lis l'éditorial de Laurent Geoffrin qui explique que de toute façon, il n'est pas d'accord sur cette affaire de Vincent Lambert simplement parce que la famille sont des intégristes catholiques, ça pose un problème. Je vais vous laisser réagir. Regardez ce que dit l'avocat
L'avocat des parents, regardez, c'était dans La Vie il y a quelque temps, il dit Pierre et Viviane Lambert sont traditionnalistes. Mais pas de la mouvance lefébriste. Il ne s'agit pas de vous, Barbara Lefebvre. Ils se sentent proches spirituellement des moines de l'abbaye des Barous, mais en aucun cas ils ne s'estiment en croisade. Mais ce sont des traditionalistes. Voilà, c'est un élément, on peut l'évoquer, ce n'est pas... Mais c'est un élément qui est quand même relativement important. Un ami de Vincent Lambert parle de la Fondation Lejeune qui paierait les avocats des parents. Si c'est exact, c'est un élément important puisque la Fondation Lejeune est quand même très engagée dans le mouvement pro-vie, très engagée aussi dans la lutte contre l'avortement. L'idée du respect absolu de la vie humaine, de la conception à son terme, c'est évidemment la première partie de la phrase qui compte beaucoup, de la conception. On parle donc aussi de l'avortement. Donc il y a derrière le cas Lambert, il y a un élément idéologique qui est présent, qui est d'ailleurs assez paradoxal, parce que les mêmes qui critiquent, qui parlent du respect de la vie humaine et qui critiquent la technologie médicale dans le cas de l'avortement ou dans le cas de la procréation assistée ou plein de choses comme ça, font appel à cette technologie médicale pour maintenir en vie Vincent Lambert. C'est pas particulièrement naturel. Sans de la technologie médicale, il est très probable que Vincent Lambert serait mort depuis un certain temps. C'est sûr. C'est même certain. Donc la technologie médicale qui vient s'opposer, qui vient contrer la pureté en quelque sorte de la nature humaine, telle que la religion est censée la respecter, on y fait appel quand ça nous arrange. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je voudrais dire deux choses. Bon, la première, c'est un sujet chez moi où se heurte trop de convictions pour avoir un avis tout fait. Mais ce que je pense en tout cas, je suis effrayé, abasourdi par ces polémiques qui durent depuis des années, où on jette en pâture à l'opinion publique un homme, il faut sortir de là. Et il m'avait semblé comprendre que la loi Leonetti faisait qu'on s'en remettait aux médecins de décider. Et si on veut s'en sortir, et notamment s'élever au-dessus des polémiques... Non, mais je suis désolé. Mais pourquoi pas? Le comité de l'ONU, on n'est plus là. Mais non, le comité de l'ONU, il ne rentrera pas en compte, à mon avis. Simplement, il faut que la justice se mette au clair le plus rapidement possible sur cette affaire. La situation est horrible. Par ailleurs, il y a d'autres choses à dire encore. Il y a quelque chose vous parlez tout à l'heure de débat civilisationnel. L'avocat qu'on vient de voir, on n'a pas parlé de ces vidéos qui ont circulé récemment. L'avocat en liesse parlant non mais là, cette émission évoquant la remontada, la vidéo qui s'est retrouvée à valeur actuelle avec ces larmes qui ont coulé ou qui n'ont pas coulé, on n'arrive pas à le savoir. C'était ces espèces de larmes miraculeuses qui ont coulé sur les joues de Vincent Lambert. Il y a toute une espèce de mysticisme un peu cheap qui est remarquable, et qui est un peu obscène. Ce qui est choquant, et même totalement obscène, pour être clair. Et tout ça se recouvre d'une espèce de fausse bienséance sur un débat civilisationnel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a pas que les avocats, c'est qui? C'est difficile de savoir, mais il y a effectivement, s'il est exact que la Fondation Lejeune est très active auprès des parents de Vincent Lambert, ça signifie quand même qu'il y a des réseaux politiques. Alors cette fondation Lejeune, c'est une fondation médicale extrêmement militante, chrétienne, très militante sur l'avortement, anti-avortement, pro-vie, partenaire officiel de la Manif pour tous, puisque je crois que la présidente de la Manif pour tous a été directrice de la communication de la Fondation Lejeune pendant 4 ans. Donc il y a comme ça un monde qui s'exprime à travers cette histoire. La Fondation Lejeune, à l'origine, il me semble quand même que c'est le professeur Lejeune qui a identifié le gène responsable de la trisomie 21. Donc moi, j'ai plutôt compris de la Fondation Lejeune que c'était une fondation de recherche médicale en vue de de continuer la recherche pour soigner la trisomie 21 et accompagner les parents qui ont des enfants porteurs de trisomie 21. Alors, je tournais après sur des positions
position un peu dure. Je cite une tribune, juste pour finir, je cite une tribune publiée dans Le Monde en 2007, signée par plusieurs médecins, qui citait la fondation Le Jeune, et en particulier s'exprimant sur l'avortement, ces nouvelles formes de sacrifice humain que constituent l'avortement, les expériences sur l'embryon, etc. Donc il y a quand même des positions très affirmées. Alors c'est ça, je voulais prolonger ce que vous dites, Marc-Xavier, parce que vous dites des positions, et vous avez évoqué même l'avortement, les droits des femmes. Il y a certains qui disent en ce moment, il y a un mouvement dans le monde d'ailleurs conservateur, certains disent ultra-conservateur, qui est pour ce genre de cas, maintenir ainsi Vincent Lambert, qui est pour restreindre, en tout cas certains disent le droit des femmes, ils le voient ainsi. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un mouvement comme cela, et est-ce que vous considérez qu'il est conservateur, voire rétrograde? Mais moi le mot conservateur, je l'assume, hein. Sens commun, on le définit comme le mouvement conservateur. Jusqu'où ça va, par exemple, sur l'avortement? Et un mouvement conservateur, c'est quoi? C'est un mouvement qui considère que dans la société, le premier objet de la société, c'est de construire une société durable. Et que le conservatisme, c'est prendre en compte l'héritage que nous avons. Est-ce que vous êtes en phase, par exemple, avec les catholiques français qui sont, je crois, pour leur majorité, en tous les cas, évidemment, favorables à l'avortement? Mais le sujet de l'avortement, vous savez, le sujet de l'avortement, ça rejoint quand même, ça rejoint ce sujet du idéologie. respect de la vie dont on parlait. Vous le mettiez en situation avec la liberté des femmes ou par rapport aux droits des femmes. Vous disiez, moi, je parle plutôt de liberté des femmes, parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont la liberté d'avorter, voilà. Et la question se pose. Non, mais on parle de la France. Oui. Elles ont la liberté d'avorter. N'oublions pas que Simone Veil a toujours dit que pour autant, l'avortement en tant que tel restait un drame et qu'on n'avortait pas de gaieté de cœur. Et je pense que ça, en tant que femme, on peut facilement le comprendre. C'est bien parce qu'on est dans une situation limite, et ce serait intéressant de savoir d'ailleurs ce qui mène les femmes à l'avortement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des femmes qui avortent parce qu'elles n'ont pas les moyens de faire autre chose. Autrement dit, la liberté ne leur a pas été donnée de faire autre chose. Non, mais on n'est pas. Vous êtes sur le sujet de l'avortement. La liberté de la femme, c'est quand même ça qui doit, on va dire, déterminer l'approche de ce problème. Le sujet, c'est l'affaire Lambert est-elle instrumentalisée par des gens qui militent contre l'avortement derrière? Mais c'est deux sujets qui sont c'est deux sujets qui sont différents quand même. Il y a le sujet de la fin de vie et le sujet de l'avortement. Pas tellement, on a leur point commun, c'est effectivement, comme je le disais en commençant, c'est quel regard nous portons sur la personne humaine quand elle est dépendante au stade du bébé, quand elle est dépendante au stade du handicap ou du stade. Donc nous sommes bien dans le même sujet. Eh bien, on est dans le même sujet, c'est-à-dire. Pour vous, en tout cas. C'est-à-dire que finalement, est-ce que notre société, c'est uniquement celle de la performance, c'est celle où il faut être le plus beau, le plus grand, le plus riche, etc. Ou est-ce qu'on fait place dans notre société pour ceux qui sont fragiles dans leur corps? Donc vous liez, voyez dans leur corps. Et la femme enceinte en difficulté, je termine là-dessus, la femme enceinte en difficulté qui songe à l'avortement, quels moyens lui donne-t-on si son désir profond est de poursuivre sa grossesse? Quels moyens lui donne-t-on économiques, financiers, ce dont elle a besoin, de faire le choix de poursuivre sa grossesse. Il ne peut pas y avoir de liberté si on ne lui donne pas les moyens de la mener. Cette liberté, c'est un droit. Cette liberté est un droit, voilà. Exactement. L'acharnement technique dont vous parlez, thérapeutique, vous ne faites pas le lien entre acharnement thérapeutique et culte de la performance? Vous savez, acharnement thérapeutique, j'y ai été confrontée. Pour mon propre enfant, qui il y a un peu plus de 2 ans, a été en état coma Glasgow 3, c'est-à-dire presque mort cérébrale, état végétatif, état aussi relationnel. Le médecin qui me dit en face qu'il ne retrouvera jamais la conscience. Et donc la question de la fin des traitements, parce que pour le coup, lui, c'était un traitement, il était branché. S'il n'avait pas d'aide à la respiration, il mourrait. La question s'est posée. Et de même que je ne voulais pas entendre parler d'une euthanasie active, de même, je ne voulais pas non plus tomber dans le revers qui serait un acharnement thérapeutique déraisonnable. Pourquoi? Parce que ici, on voit dans le cas de Vincent Lambert que les mots sont brouillés. On parle de Vincent Lambert en fin de vie. Non, Vincent Lambert n'est pas en fin de vie. Il est une personne lourdement handicapée. Il n'y a pas d'acharnement thérapeutique sur Vincent Lambert puisqu'il n'a pas de traitement. Aujourd'hui, qu'est-ce que pense sa femme, son voilà, aujourd'hui,
Son épouse pense qu'il y a un acharnement thérapeutique. Voilà, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que depuis le temps que dure la vie de Vincent Lambert dans cet état, qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a eu une dégradation de son état qui pourrait justifier qu'on se pose la question de l'acharnement thérapeutique? J'arrête, j'ai juste très bien, mais pourquoi ne pas laisser la famille décider seule? Mais parce qu'on n'a pas droit de vie et de mort sur les autres. La famille est divisée. Bien sûr, mais pourquoi ne pas laisser la famille discuter seule? Mais la famille n'est plus en état de discuter aujourd'hui. S'il y avait discussion, il n'y aurait même pas de débat. Et je vous assure que ce serait mieux, d'abord pour la famille, pour quand même Vincent Lambert. Vous évoquez... Bon, alors allez-y. Allez-y, il n'a pas parlé tout à l'heure, Julien Audoul. Oui. C'est vrai que déjà, il y a un sentiment de malaise à voir l'exposition médiatique de l'intime de cette famille. Les déclarations de sa sœur, cette vidéo qui a ému tout le monde, tout ça, il y a un vrai sentiment de malaise. Ensuite, c'est très difficile de dépolitiser cette question et de dépassionner aussi ce débat. Il n'y a pas d'un côté les démons qui veulent le mettre à mort et les autres qui veulent sa survie. Et il n'y a pas aussi d'un côté les barbares qui veulent le maintenir en vie et les bienfaiteurs qui veulent abréger ses souffrances. Il faut s'en tenir, à mon sens, et en tout cas c'est la position de mon parti, l'Assemblée nationale, à la loi, à l'esprit de la loi Claes-Leonetti, toute la loi, rien que la loi, qui est très claire, et qui règle cette situation des milliers de cas en France cette année. Donc clairement, Monsieur Lambert, voilà. Monsieur Lambert n'est pas un animal, ce n'est pas, encore une fois, un légume, comme vous l'avez dit. Il faut qu'il ait ce respect et cette dignité de sa personne. Il n'est pas en fin de vie. Il faut laisser la chance à la vie, car encore une fois, la vie aussi peut conduire à des miracles. Je voudrais qu'on regarde l'autre extrait, parce qu'il est important, justement, il rejoint ce que vous dites. Il parle de l'homme. Derrière l'affaire, il y a l'homme Vincent. Et d'ailleurs, c'est d'un article, très beau papier, dans Le Parisien. Peut-être qu'on peut voir déjà, tout d'abord, Le Parisien, qui parle de lui, devenu symbole aujourd'hui, mais qui était auparavant, tout simplement, dans sa vie, un infirmier en psychiatrie, 32 ans, au moment du terrible accident, père, à ce moment-là, d'un petit bébé, devenu aujourd'hui une petite fille. Il a eu une enfance compliquée, d'ailleurs, sa demi-sœur en a parlé. Pensionnat, études médicales, qui l'amènent à faire son mémoire sur la maltraitance des personnes âgées en maison de retraite. Donc il savait ce que c'était la dépendance, et parfois même la très lourde dépendance. Il en aurait parlé à sa femme. Sur l'homme, écoutez ce qu'en dit sa demi-sœur, qui était tout à l'heure dans l'heure des pros. Vincent était un être assez secret, compliqué. Pour moi, qui a 17 ans de plus que lui, c'était pas un frère déjà, mais c'était quand même quelqu'un de relativement éloigné et qui était très secret. Donc je partageais pas une grande complicité avec lui. Mon fils François davantage. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il était extrêmement émotif, qu'il avait des conduites à risque fréquentes. Je ne vais pas les détailler ici, mais il skiait comme un fou, il conduisait un peu pareil. Il avait une sorte de fragilité émotive qui a été renforcée certainement à la naissance de sa fille. Donc cet accident est survenu 1 mois et demi après cette naissance. C'est certainement pas par hasard. Il a vécu une enfance difficile. Et alors cette naissance difficile, il faut expliquer parce que cette naissance d'ailleurs ou cette enfance difficile, il faut l'expliquer parce que longtemps, par exemple, il ne s'appelle pas Lambert. Pourquoi ne s'appelle-t-il pas Lambert durant les 6 premières années de sa vie? Il est né dans un contexte particulier où mon père a eu une relation avec Viviane. Ils étaient tous deux mariés de leur côté. Voilà, le mari de Viviane comptait récupérer sa femme en adoptant ses enfants, en les reconnaissant, sachant que ce n'était pas le sien, les autres non plus. Et comme elle était d'un milieu très simple et qu'elle était amoureuse de papa, entre autres, je pense, parce que c'était son gynécologue, ça représentait quelque chose du point de vue social, eh bien, on pensait que cette relation ne durerait pas. Le mari l'espérait. Voilà, c'est pour ça qu'à l'âge de 6 ans, en fait, Vincent appelait papa mon père quand il le croisait et l'homme qui était à la maison, qui vivait avec lui. Alors certains vont estimer que c'est un déballage, d'autres vont estimer quel intérêt ça a par rapport aux questions, à la question de la vie de Vincent Lambert aujourd'hui. Moi, franchement, ça me choque. Qu'est-ce qui vous choque dans cet extrait? Ce qui me choque, c'est de connaître l'histoire de toute cette famille. Tout à l'heure, on s'indignait du fait que ces moments de vie, aujourd'hui, quelque part, leur soient volés parce que médiatisés, parce que judiciarisés.
c'était pas la peine d'en rajouter. On a déjà effectivement... Mais est-ce que ce n'est pas intéressant, pardonnez-moi, Barbara Lefebvre, pour essayer de comprendre le fonctionnement de la famille? Pourquoi une telle famille s'est tellement déchirée? Pourquoi en arriver jusqu'aux tribunaux? Pourquoi en arriver jusqu'à écrire au président de la République que ce soit surexposé? En tout cas, c'est hors des clichés de la famille tradie catho. Oui, Rachel Lambert a écrit un livre, tout le monde s'exprime sur ces sujets-là. Bon, on en fera peut-être un jour un film. Enfin, moi, je trouve ça assez indécent, en effet. Mais vous évoquiez tout à l'heure une question en vous posant, en mettant sur la table le retour, en quelque sorte, de ce conservatisme autour de ces questions-là. Mais c'est parce que c'est aussi l'envers d'un monde ultra technique, de cette civilisation des techniques, de cette civilisation des machines qui, d'une certaine façon, positionne l'homme dans des hiatus extrêmement importants. Et cette question-là de la fin de vie, en l'occurrence, Vincent Lambert n'est pas en fin de vie, elle se pose de façon très aiguë. Quel est le sens de la vie d'un être humain? C'est, d'une certaine façon, je termine juste sur ce point, de refuser la mort, ou en tout cas de craindre la mort. Les techniques aujourd'hui... Non, je voudrais juste terminer ma démonstration. Je voudrais terminer ma démonstration. Et s'il avait dit à son épouse qu'il ne voulait pas d'une telle vie, pourquoi vous ne l'évoquez jamais? J'ai essayé d'expliquer quelque chose. Oui, mais c'est important. On vit aujourd'hui dans un monde... Non, parce que moi, parler tout le temps de Vincent Lambert, alors que la seule et unique personne qui sait ce qu'il est en train de vivre, c'est Vincent Lambert lui-même. Est-ce qu'il a une conscience? Est-ce qu'il n'en a pas? Non, mais c'est pourquoi je préférais qu'on soit sur... Enfin, moi, en tout cas, je préfère être sur un autre niveau que de parler strictement de Vincent Lambert. La question aujourd'hui des machines qui permettent de maintenir en vie font que, étonnamment, on rend la mort souhaitable. C'est complètement contraire à la vie humaine. La vie humaine, ça n'est jamais d'attendre la mort, d'espérer la mort. En tout cas, certainement pas dans le judéo-christianisme, en tout cas, où la sacralité de la mort la sacralité de la vie est extrêmement importante. Or, par ces techniques de maintien de la vie, on rend la mort souhaitable pour certaines personnes. Ce qui fait que vous avez, de l'autre côté, des gens qui sont en train de mener une campagne pour l'euthanasie active. Et autour d'une novlangue pour nous parler de mourir dans la dignité, en réalité, on a effectivement peut-être deux extrêmes face à face, mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier non plus tous ceux qui aujourd'hui sont en train de détourner les soins palliatifs de ce qu'ils sont, parce que les soins palliatifs, c'est certainement pas accentuer et accélérer la survenue de la mort. Vous avez employé le mot dignité à un moment. Vous avez eu... merci d'avoir parlé de votre cas, de ce qui s'est passé. Moi, je ne le savais pas. Je ne sais pas comment un parent, une mère peut être confronté à cela. Qu'est-ce qu'on se pose comme question, si je puis dire? Est-ce que vous vous retrouvez? Ce sont des cas extrêmement différents, évidemment, avec la mère de Vincent Lambert. Certains mots, quand vous les entendez, est-ce que vous vous retrouvez dans ces mots que vous auriez pu vous-même dire, crier? Je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on peut vivre à ce moment-là. On est un peu, de toute façon, hors du temps. Mais il y a une chose qui me paraît capitale et que moi, j'ai pu expérimenter, c'est que la vie, même diminuée, même fragile, même insaisissable, parce qu'on sent bien qu'elle ne tient qu'à un fil, elle peut être vécue jusqu'au bout. Et on donne le meilleur de soi-même. C'est-à-dire que moi, je me souviens de ce jour où j'ai dit à mon fils, alors qu'il était sans doute probablement inconscient et en tout cas, il ne manifestait aucun signe de présence consciente, où j'ai pu lui dire, si c'est pour toi le moment de mourir, vas-y. En revanche, si c'est pas le moment, en fait, voilà, il faut que tu nous envoies un gros signal parce que je sens, et de fait, en regardant le rapport médical après, j'ai su qu'il y avait eu justement cette fameuse direction collégiale qui visait à interrompre les soins, les traitements, parce que, pour lui, c'était de l'ordre du traitement. Et en fait, c'est curieux parce que la nuit qui a suivi, il s'est déventilé. Et j'ai été confrontée à la question de l'acharnement thérapeutique parce qu'il a tenu à peu près 15 heures. Et au bout des 15 heures, le réanimateur m'a dit, on l'a rebranché. Et moi, je lui ai dit, mais il y a quelques jours, vous me dites qu'il n'atteindra jamais le stade de la conscience. Aujourd'hui, il est déventilé, il ne tient pas de manière autonome et vous le rebranchez. Est-ce que c'est vous, docteur, qui n'êtes pas dans la logique de l'acharnement thérapeutique? Et il m'a dit, mais non, parce qu'il faut se donner du temps, il a quand même manifesté un signe, etc. Et en fait, la question qui se pose autour de cette manière de gérer les personnes cérébro-lésées, et particulièrement du cas de Vincent Lambert, et j'y reviens quand même, parce qu'il y a une question qui reste entière dans le cas de Vincent Lambert, c'est pourquoi, en sortie de coma, n'a-t-il jamais été transféré, puisque c'est l'objet de la demande de ses parents, dans un soin de suite et de réadaptation, parce qu'aujourd'hui, l'hôpital de Reims a une unité
unité pour les cérébro-lésés, mais qui est adossée aux soins palliatifs et qui n'est pas adossée aux soins de suite et de réadaptation. Et quand moi j'ai vu, et quand je vois encore, puisqu'il y est toujours en soins de suite et réadaptation, j'ai quasiment envie de parler de miracle de ce qu'ils font. Y est toujours. Mon fils. Votre fils est toujours. Et donc, il est toujours en soins de suite et de réadaptation. Et donc, quand je vois le travail qui est fait par des professionnels absolument admirables, je ne suis pas là en train de dire qu'il faudrait comparer les cas parce que je crois que ce ne serait pas justice rendre à qui que ce soit. Chaque cas est vraiment unique, mais la question c'est pourquoi Vincent Lambert n'a-t-il pas eu cette chance en fait d'être dirigé vers des soins de suite et de réadaptation qui auraient peut-être permis de l'améliorer un petit peu, peut-être d'atteindre un plafond, je n'en sais rien. C'est ce qui avait d'ailleurs été... Pourquoi ça n'a pas été tenté? C'est ce qui avait été demandé dès 2011 par un médecin, qu'on puisse le placer dans une unité spécialisée pour pouvoir avoir un minimum de rééducation. Ne pas accabler les médecins. On avait deux grands professeurs ici hier, le professeur Lantieri et le professeur Lejoyeux, qui dit qu'il y a des doutes évidemment et que les médecins sont pétris. Je ne les accable pas, au contraire, parce que j'imagine bien sûr la difficulté que c'est pour un médecin de savoir vers quel service orienter son patient. Mais vous savez, quand mon fils il a été orienté en soins de suite et de réadaptation, il était dans un état bien inférieur à celui de Vincent Lambert. Quand on m'a parlé de rééducation, je leur ai dit mais qu'est-ce que vous allez rééduquer? Il ne tient pas assis, il ouvre à peine les yeux, il est paralysé, il est muet. Qu'est-ce que vous allez rééduquer? Et on m'a dit laissez faire, c'est notre boulot. Combien de temps, pardonnez-moi si je peux vous poser ce genre de questions, combien de temps cette rééducation a-t-elle duré? Mais elle dure toujours, ça fait 2 ans et demi. Voilà, mais là, il est sur le point de remarcher. La scolarité a repris à l'hôpital. Il a réappris à manger tout seul. Il a eu cette gastrostomie, mais en parallèle de la gastrostomie, il y a eu une rééducation à la déglutition pour qu'il puisse à nouveau boire et manger. Voilà. Vous faites le meilleur, hein, pour lui et exactement, pour sa maman, évidemment. Exactement, mais il a eu cette chance d'être bien orienté et d'être bien suivi. Et les cas sont différents. Et les cas sont différents. C'est très important. On va marquer une courte pause, s'il vous plaît, et on va se retrouver sur CNews en direct. A tout de suite, on marque une courte pause. Merci à vous. Vous êtes en direct sur CNews pour la dernière partie de cette émission. Nous avons évoqué beaucoup de sujets ce soir, à la fois sociaux, sociétaux et puis politiques, parce que demain, cette information, l'invité exceptionnel de la matinale de Jean-Pierre Elkabbach, ce sera le Premier ministre Édouard Philippe. C'est intéressant évidemment parce que c'est à quelques jours maintenant du scrutin, jeudi, alors que le scrutin c'est dimanche. On va regarder dans quelques instants le style Édouard Philippe, à quoi il ressemble. Mais Thierry Saucé, évidemment, ce n'est pas anodin. À quelques jours de dimanche, Édouard Philippe, il y a eu l'implication très active d'Emmanuel Macron. Maintenant, le Premier ministre, il faut tout faire pour sauver le soldat l'oiseau, comme on dit. Oui, écoutez, le score, incontestablement, les sondages le prouvent d'ailleurs. Alors, on est à 2% dans les marges d'erreur des sondages, mais que la compétition sera chaude et que le président de la République, évidemment, n'a pas beaucoup d'intérêt à ajouter une défaite politique à une situation qui n'est pas extraordinaire. Il y a une deuxième chose qu'il faut retenir. Il faudra qu'on s'interroge un jour tranquillement. Je m'empresse de dire que je ne fais plus de campagne électorale, que je n'ai plus d'agence, sur cette campagne qui n'existe plus sur le terrain, qui n'existe plus dans la mobilisation des militants et qui s'est déportée du côté des médias. Et le monde médiatique, ça n'est pas le monde de la communication politique. C'est un monde de l'information, ça n'est pas un monde de la communication et ça ne fait l'affaire ni des uns ni des autres. Est-ce que vous croyez vraiment à ce que vous dites et ce que vous répétez depuis quelques jours? Vous dites que si dimanche, La République En Marche n'arrive pas à premier, Emmanuel Macron doit partir. Mais au nom de quoi? De quelles institutions dans notre pays? Alors déjà, je vais répondre juste d'un mot, répondez juste d'un mot à Thierry Saucé. Allez-y. Que le Rassemblement national est peut-être le dernier parti qui fait véritablement de la politique de terrain. Ah oui, nous, la campagne des européennes, on l'a fait depuis, on l'a fait depuis le mois de janvier. Les autres, non. La droite, non. On a plus de cernes et de crampes que les autres parce que nous, on a fait campagne depuis le début, ce qui n'est pas le cas de nos adversaires. Ensuite, sur le référendum qu'a souhaité le président de la République, car il l'a souhaité. Il l'a souhaité en prenant part à cette campagne d'une manière un petit peu outrancière, puisqu'il est aujourd'hui clairement le président de la République En Marche. Il y a eu son affiche, sa profession de foi, il y a eu sa tribune dans la presse quotidienne régionale, il y a eu ses déclarations où il déclare la guerre au premier parti d'opposition. Donc le référendum, il aura lieu dimanche. Et si, évidemment, il perd, ce que nous souhaitons avec le vote Rassemblement national, il devra en tirer les conséquences et partir, puisque donc, ça dans la même évidence, sur sa politique. Vous tirez les mêmes conséquences. Mais
on tire les mêmes conséquences. Écoutez, soyons dans la réciprocité. Donc, Marine Le Pen n'est pas présidente de la République. Parti d'opposition. Ça s'applique au président de la République. Emmanuel Macron, selon les institutions et la Constitution, c'est un fusil à un coup. Est président de tous les Français. Marine Le Pen, elle est candidate sur la liste du Rassemblement national, elle est chef d'un parti d'opposition, elle est chef de 11 millions, entre guillemets, d'électeurs. Emmanuel Macron, il est président de 66 millions de Français. Et il ne doit pas prendre parti. Élu, vous vous souvenez, élection présidentielle. Mais bien sûr, donc, et ils devraient tous les respecter. Ils devraient tous les respecter et pas seulement 20% qu'ils considèrent comme son corps. Mais en fait, la République En Marche et le Rassemblement National, je dirais, se renvoient la balle sur un match de ping-pong et ça les arrange bien qu'il n'y ait personne d'autre qui s'immisce dans ce petit duel bien millimétré où on voudrait nous faire croire que pour Emmanuel Macron, il n'y a pas de choix. C'est forcément la République En Marche parce qu'il ne faut surtout pas le Rassemblement national et le Rassemblement national qui sait aussi que c'est sa chance, entre guillemets, d'être en face d'Emmanuel Macron. Et pendant ce temps-là, on oublie les alternatives à ce duel dans lequel on veut nous enfermer. Et la campagne que mène LR avec François-Xavier Bellamy... ça stagne. Ça stagne, mais moi, ce que je vois sur le terrain, parce que j'y suis aussi... Vous aussi, les salles sont pleines. Ce sont les salles qui sont archi pleine. C'est pas les salles qui font les voix, vous savez. C'est pas les salles qui font les voix, mais ce qu'on sait, c'est que quand les électeurs se mobilisent parce qu'ils voient un homme de conviction, le dimanche matin, ils se lèvent pour aller voter. C'est ce que dit aussi Raphaël Glucksmann. Presque. Oui, mais je ne sais pas comment il remplit ces salles, Raphaël Glucksmann. Il y a aussi une problématique, c'est qu'on a presque de 20%, d'après les dernières enquêtes, il y a 20% de ceux qui comptent aller voter qui ne sont pas encore sûrs de leur vote. Donc non seulement il va y avoir une grosse abstention, mais en plus ceux qui vont aller voter ne sont pas encore. Barbara Lefebvre, ceux qui vont aller voter. Parce que pour les autres, le grand gagnant, c'est le parti de l'abstention. Hein. Tout à fait. Mais il faut pas un duel. Oui, mais dans les études qui ont été faites pour voir quel était l'électorat qui était apparemment le plus volatile, il s'avère que c'est la République En Marche. Donc ils ont intérêt à se faire un petit peu de Si les sondages se confirment et s'il y a une compétition serrée ou pas, mais avec les deux premiers qui sont en tête, d'abord c'est les électeurs qui l'auront décidé. Deuxièmement, je pense qu'effectivement on voit réexister une droite et que c'est plutôt sain pour la démocratie. On pourrait aimer d'ailleurs la même chose du côté de la gauche, mais ça voudrait dire en tout cas que ce qu'a fait Emmanuel Macron à la dernière élection présidentielle, c'est-à-dire brouiller un peu les cartes, dynamiter les camps tels qu'ils existaient, se poursuit encore pour partie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne serait pas sorti d'une logique de dégagement qui a été celle de la dernière élection présidentielle. Appelez-le comme vous voulez. Ça voudrait dire ça quand même. J'y vois surtout la nécessité, et pour le coup là je parle du travail qui est fait chez LR, de la clarification des lignes en fait. Et c'est vrai qu'on a entendu... Il y a une clarification chez LR ? Il y a une clarification chez LR. Entre le discours et les actes, entre le discours et les votes. Il y a justement la volonté d'envoyer au Parlement européen des nouvelles personnes, des nouveaux candidats qui ont justement pris ce temps de l'analyse et je pense que la personnalité de François-Xavier Bellamy en tant que philosophe est intéressante de ce point de vue-là parce que précisément il permet de remettre en cause, c'est quand même la première démarche du philosophe, de remettre en cause et j'ai envie de dire cette clarification de la ligne qui s'opère dans le cadre de la campagne, eh bien moi je l'encourage parce que c'est la raison même d'exister de Sens commun depuis le début, qu'enfin la droite qui n'avait de cesse de parler de rassemblement, moi je préfère parler d'union, eh bien une union ça ne se fait que sur une ligne claire plutôt que sur des égos. Et quelle ligne claire ? Les quotas de migrants, le regroupement familial des migrants, ça va être quoi, le pacte de Marrakech ? Parce que ce sont les votes de Marrakech des n'a pas députés été européens voté. LR. Le pacte de Marrakech n'a pas fait l'objet d'un vote au Parlement européen. Il a fait l'objet d'un soutien des députés LR. Il a fait l'objet. Entre la philosophie et la politique, il y a une confrontation du réel. Et c'est ça le problème, c'est la trahison de la droite depuis 40 ans. Tout cela pour vous dire, oui. Il a fait l'objet, le pacte de Marrakech, d'une étude bien avant qu'il s'appelle d'ailleurs le pacte de Marrakech et qu'il ne soit proposé au vote, non pas, enfin pas au vote d'ailleurs parce que ça a été ratifié par le président, mais le texte en fait a été présenté sans dire quelle était l'intention qu'il y avait derrière. Donc ça n'était pas le pacte de Marrakech. Aussi, mais regardez,
Allez, c'était pour vous dire qu'Édouard Philippe était l'invité demain à 8h15 sur CNews. À regarder cette interview, peut-être que c'est la dernière du Premier ministre, puisque si le score est mauvais dimanche, qu'est-ce qui peut se passer, Thierry Sausset? Beaucoup de choses. Non, vous savez, avec Emmanuel Macron... Les fusibles sont là pour rester, avec pas pour Emmanuel sauter. Macron, on peut avoir toutes les surprises. Ça fait partie du système de nouveauté dans la vie politique. Parce qu'auparavant, comme on disait l'ancien monde, si ça ne se passe pas dans une élection intermédiaire, eh bien, il y a un fusible tout désigné. Dans l'ancien monde, on en profite pour faire d'un échec électoral, pour faire ce qu'on appelle, non pas un ménage, une transition. Pardonnez-moi. Bon, on verra ce qui se passe dans le nouveau monde, qui ressemble quand même à l'ancien monde. Comme le nouveau monde est sans doute pire que l'ancien, je ne sais pas à quoi on va s'attendre. Mais dans le nouveau monde, c'est les ministres qui partent. Merci M. d'avoir Hulot, été M. nos Collomb. invités ce soir. Merci d'avoir évoqué tous ces sujets. Invité donc exceptionnel demain de Jean-Pierre Elkabbach, ce sera Édouard Philippe, le Premier ministre. En attendant, belle fin de soirée à vous sur CNews.